Bonjour et bienvenue Nathalie Deprat. Tu es professeur à l'Université de Rouen et membre des archives Husserl. Tu as, plus précisément d'ailleurs, tu es une phénoménologue française grande spécialiste et traductrice de Husserl. Et tu as fondé en 1993 la revue Alter, qui est une revue annuelle de phénoménologie. Alors, je vais essayer de te présenter, ça sera un peu rapide, mais ça sera peut-être quand même important pour tout le monde, sache qui tu es. Tu as beaucoup donc travaillé sur l'expérience intersubjective et l'expérience en première personne, et notamment pour réinterroger les notions d'émotion, de corps, beaucoup autour des thèmes par exemple de l'attention et de la surprise. À côté de cela, dans une optique de dialogue aussi entre phénoménologie et science, donc peut-être dans un certain héritage de Paul Ricoeur, tu as écrit un livre en 2004 avec deux scientifiques, Francisco Varela, qui est un neurobiologiste chilien, et Pierre Vermèche, qui est un psychologue français. Donc tu as écrit un ouvrage qui essaye de décrire en fait l'expérience de la prise de conscience et qui s'intitule en anglais On Becoming Aware, A Pragmatics of Experiencing, en 2004, et qui a été traduit en français en 2011 sous le titre À l'épreuve de l'expérience, une pratique phénoménologique. Alors je signale encore que tu ne te maintiens pas que dans la sphère théorique et philosophique, tu es aussi une autrice et tu as d'ailleurs juste cette année publié un roman qui se nomme L'Endroit. Et donc, pour toutes ces raisons, je suis honoré et très heureux de te recevoir aujourd'hui dans ma chaîne de phénoménologie pour aborder avec toi les enjeux majeurs en fait, autour de la notion de corps. Alors, donc, je rentre un peu déjà dans le sujet pour contextualiser, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir ensemble donc, que le corps, c'est une notion fondamentale dans le courant de la phénoménologie, et ce, dès son origine. En fait, alors qu'il y aurait peut-être une tradition philosophique classique qui tendrait à découpler, on va dire, ou à disjoindre la conscience et le corps, l'instance spirituelle et l'instance corporelle, de son côté, le père fondateur de la phénoménologie, Edmund Husserl, en fait, il développe une phénoménologie de la conscience sans jamais faire abstraction de nos expériences corporelles et de la dimension incarnée de la conscience transcendantale. Donc, dès le départ, on pourrait dire le corps est déjà présent en phénoménologie, et tous les post-husserliens aussi vont en parler, et donc il est clair que tous les phénoménologues ne pensent pas le phénomène du corps de la même façon, ni ne le mettre à la même place, en fait, mais ça reste un phénomène, on va dire, sur lequel on ne peut pas faire impasse, qui est même crucial dès qu'on reconnaît le fait incontestable, en fait, de notre incarnation. Alors, on va essayer donc dans cette séance de mettre nos lunettes de phénoménologue, d'accomplir l'époquée pour faire droit justement au phénomène du corps. Et puis donc je propose qu'on parte, je pense que c'est assez cohérent de partir de l'expérience du corps, et peut-être du corps qu'on a sous la main, c'est-à-dire de notre propre corps avant tout. Alors, partons pour une première question un peu autour de la notion, du terme même de corps en fait, qui enveloppe une ambiguïté d'emblée, puisque en fait un corps ça désigne aussi bien, ça peut désigner aussi bien une chose matérielle, les choses matérielles qui peuplent le monde, donc qu'on appelle bien des corps, cette chaise, ce canapé, voilà, que mon corps évidemment, qui serait cette chose dans laquelle j'ai l'impression de me tenir avec insistance. Et on peut d'ailleurs d'abord penser que si on utilise un même mot pour désigner mon corps et les corps qui nous entourent, c'est parce que tous ces corps sont parfaitement homogènes. On pourrait se dire que dans ce cas, mon corps serait une sorte de réalité matérielle, au même titre qu'une table ou un rocher, et donc parmi les autres. Mais à y regarder de plus près, en fait, de plus près, si on s'attarde un peu sur l'expérience de mon corps, justement, est-ce qu'on peut vraiment le réduire à un simple corps parmi les autres? Est-ce que mon corps est réductible donc à une chose entre les choses? Et donc j'aimerais t'entendre justement sur ce point-là pour commencer. Est-ce qu'on peut commencer à faire une distinction presque essentielle entre les deux types de corps? Voilà. Très bien, merci. Déjà, merci de me recevoir dans ta chaîne de phénoménologie, que je suis heureuse de découvrir. Et effectivement, cette question du corps, elle est déterminante pour toute la tradition phénoménologique, comme tu l'as dit. Ça
permet vraiment de sortir d'un certain nombre d'apories philosophiques sur lesquelles on reviendra, je pense, dans un second temps, dans l'histoire de la philosophie, et de s'intéresser à quelque chose qui est vraiment l'unité de notre expérience, en fait, qui fait vraiment partie de ce qui nous constitue en propre comme être humain, plus largement comme être vivant également, puisque dans le règne animal et végétal, on peut aussi évoquer quelque chose qui relève d'un corps vivant, justement. Concernant donc cette distinction que tu mettais en place entre les corps qui nous entourent et mon corps, c'est vrai que je pense que là on a une distinction principielle, une distinction dans la manière dont ces différents corps apparaissent, hein, donc dans le mode d'apparaître de ces deux types de corps. C'est pas une distinction de nature, hein, c'est vraiment une distinction dans la manière dont les corps se présentent. Et je pense que là, il y a vraiment une distinction de fond entre les deux, dans la mesure où les corps qui nous entourent, que ce soit des corps matériels physiques, donc des corps inertes, comme les objets qui sont autour de nous, que tu évoquais, ou que ce soit comme certains corps qui sont des corps vivants, hein, que je mentionnais tout à l'heure, donc les animaux notamment, mais aussi les végétaux, hein, aussi les plantes, ce sont bien des corps vivants, et pour autant ces corps vivants ne pourraient pas se nommer mon corps, enfin la relation à soi, enfin l'appartenance ne peut pas les caractériser pour autant. Donc d'une certaine façon, on pourrait même dire qu'il y a une distinction de fond entre mon corps et les autres corps, et après peut-être qu'il faudrait faire une distinction entre les corps inertes et les corps vivants, mais ça sera peut-être plus tard, on y viendra plus tard. Et en tout état de cause, quand on s'identifie comme ayant un corps mais qui est mon corps, c'est vrai qu'il y a une chose qui le caractérise, qui est une chose qu'on remarque immédiatement, c'est que autant les corps qui nous entourent, eh bien, on peut les circonscrire, c'est-à-dire on peut les identifier comme des choses qui sont extérieures à nous, et donc très couramment les phénoménologues comme Husserl ou Merleau-Ponty disent qu'on peut justement tourner autour de ces corps, hein, c'est-à-dire qu'on peut tourner autour du tabouret, on peut tourner autour d'une plante, on peut donc circonscrire ces réalités pour les connaître en partie, et puis pour être en relation avec ces extériorités, alors que concernant chacun d'entre nous, finalement, on peut pas tourner autour de soi. Enfin, en tout cas, on a une contradiction interne vécue si on essaye de tourner autour de soi. Husserl dit, à sa manière, il dit que je ne peux pas me mettre en allemand, il dit ich kann nicht von meinem Leib weggehen. C'est-à-dire, je ne peux pas sortir de mon corps. Enfin, sauf dans des expériences un peu particulières, mais en tout cas, je ne peux pas me mettre à distance de mon corps. Je ne peux pas prendre distance avec mon propre corps. Donc on a vraiment la relation à soi, la relation à ce qui m'est propre, qui en même temps en fait quelque chose qu'on ne peut pas réduire, justement, puisque un corps, comme les corps qui nous entourent, on peut tourner autour, donc on peut les réduire. On peut les identifier et les réduire, alors que mon propre corps, je ne peux pas le réduire. Donc il y a quelque chose, du coup, si on ne peut pas le réduire, quelque chose d'irréductible, quelque chose qu'on ne peut pas réduire, et cette irréductibilité, alors traditionnellement on l'a appelé la conscience, le soi, le vécu, en tout cas quelque chose qui dans un premier temps nous semble invisible, donc nous semble ne pas relever du corps, puisqu'il n'est pas vu, on ne peut pas le voir, donc il ne relève pas d'une perception visuelle, corporelle, il peut être vu par quelqu'un d'autre. Là aussi, sans doute, on y viendra. Même quand on le voit, on le voit très partiellement, en fait. Et on le voit qu'en partie, enfin voilà, on voit qu'une partie de son corps. On peut posséder des miroirs, des fois. Voilà, on peut voir son visage, mais à travers un miroir. Donc, du coup, on a un processus, finalement, qui est média, en tout cas, qui médiatise ma relation à moi-même, et qui, donc, si on essaye de la penser de manière immédiate, de façon interne, première, finalement, nous échappe. Finalement, cette dimension, elle nous échappe, et pourtant, elle fait partie de nous. Et donc pourtant elle fait partie de notre réalité d'être humain incarné. Donc c'est vrai que ça donne une conception différente du corps quand il s'agit du mien. Et peut-être c'est ce qui a conduit par exemple
l'auteur donc, que tu mentionnais, Husserl, le fondateur de la phénoménologie, à l'aide de la langue allemande qui permet de forger des termes distincts, contrairement au français, donc, dont tu disais effectivement on parle du corps dans les deux cas, a forgé deux termes différents, ou en tout cas a utilisé la tradition philosophique allemande pour forger deux termes différents pour décrire justement d'un côté ce qui relève du corps physique, donc extérieur qui nous entoure, le Körper, et puis ce qu'il appelle Leib, donc où on entend résonner l'allemand Leben, la vie, pour décrire justement cette réalité qui est tout à la fois organique et vécue. Voilà, et donc le Leib, c'est vraiment ça, c'est la réalité de ce que je suis comme être à la fois inscrit dans mon corps et en même temps relié à moi-même depuis un vécu qui fait que je me relie à mon corps différemment parce que justement j'ai un ressenti, je ressens un certain nombre de choses, je ne fais pas que avoir des sensations extérieures qu'il faudrait ensuite capter et mesurer, mais j'ai un ressenti et c'est ce ressenti qui me relie à moi-même en fait. Donc il y a vraiment une double caractéristique qui a été bien montrée par Husserl dans beaucoup de ses textes et dans des textes qui sont pas... on a eu tendance à considérer que c'était un acquis un peu tardif de la pensée de Husserl, cette compréhension du corps, donc cette compréhension une double modalité d'apparaître, soit comme Körper, soit comme Leib. Mais en fait, c'est quelque chose de très précoce quand on regarde un peu les manuscrits que j'ai eu l'occasion de traduire donc dans les volumes qui relèvent de l'intersubjectivité, mais où il est beaucoup question du corps, justement. Et pour Husserl, notre dimension de Körper, on y accède mais que immédiatement finalement, ou on peut y accéder immédiatement? Alors en fait, c'est une bonne question parce que c'est vrai que on pourrait avoir tendance à dire, alors seuls les objets extérieurs sont des Körper, ou les organismes vivants, qui sont donc que des organismes vivants, des animaux ou des plantes, même s'il y a peut-être une forme de conscience aussi chez ces organismes-là, mais elle est beaucoup moins développée que chez les humains. On pourrait dire, oui, à ce moment-là, nous ne sommes que des Leib. Et effectivement, ça ce serait faux, en réalité, parce que pour Husserl, bien sûr qu'on a aussi une face Körper, on a aussi, notre corps, il est aussi une structure morphologique, qui a une matérialité, qui a une conformation particulière, donc qui a une manière d'apparaître dans le monde, donc qui a une forme d'extériorité. Et c'est aussi comme ça qu'on est d'ailleurs vu par autrui. On apparaît dans un premier temps comme un Körper, donc comme une réalité qu'on peut circonscrire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien aussi qu'autrui, comme moi-même, on peut tourner autour de l'autre. Donc d'une certaine façon, l'autre nous montre que nous sommes des Körper, l'un pour l'autre, dans un premier temps. On a le même statut finalement qu'un objet. On peut effectivement être circonscrit en partie, en tout cas par autrui. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Et c'est ça la complexité de notre corps, de mon corps justement, c'est qu'il est à la fois Körper et Leib, à la fois corps physique et corps vécu. Et c'est cette relation mystérieuse, cette articulation entre les deux, qui a été une grande partie du projet de Husserl tourne autour de cette question quand même. Et beaucoup plus tôt qu'on ne le dit. Oui, tu voulais nous montrer je voulais simplement attester de cela dans ces volumes sur l'intersubjectivité qui en réalité parlent beaucoup du corps. On verra que c'est pas pour rien d'ailleurs. On a des manuscrits qui datent de 1908. Qui mettent déjà en scène en réalité cette relation du corps et de la chair, on traduit parfois Leib par chair, de ce que certains ont traduit, ont nommé le corps de chair, le Leibkörper, justement pour montrer qu'en réalité c'est une unité intégrée. C'est pas quelque chose juste qu'il faudrait relier après l'avoir dissocié. C'est vraiment une unité de l'expérience, de notre expérience, que d'avoir à la fois cette relation à un corps qui peut en partie nous sembler étranger ou auquel on va avoir du mal à se relier parfois dans sa dimension organique ou physique, et en même temps d'être relié à soi justement par le biais du vécu, par le biais de ce qu'on ressent. Donc il y a vraiment une unité. Et Husserl a commencé à travailler à cela très très tôt.
Et en fait, ça l'a accompagné pendant toute sa trajectoire de pensée jusque dans les années 30. D'accord. Donc c'est une pensée très précoce et qu'il a vraiment accompagné durant toute sa vie. Alors après, c'est vrai que des auteurs ultérieurs, donc comme Merleau-Ponty, qu'il a beaucoup commenté, a développé une entente, a pris appui à la fois sur ses premières analyses ouais. et les a développées dans une direction qui est la sienne, et notamment avec un type d'écriture beaucoup plus accessible d'un certain point de vue que l'écriture de Husserl. Mais on aura sans doute l'occasion d'y on va y revenir, revenir. D'ailleurs, il y a ce Leib, il a été traduit, comme tu dis, corps de chair ou chair, et aussi par Merleau-Ponty, je crois même corps propre. Oui, donc... alors c'était pas vraiment une traduction, c'était plutôt son interprétation, en réalité, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'était le choix, le terme qu'il a retenu dans la phénoménologie de la perception, donc dans ce texte de 1945, pour rendre compte justement d'un corps qui est mien, mon corps. Il est propre, ce corps, parce que c'est le mien. En allemand, ça vient quand même beaucoup de Husserl, puisque c'est le terme eigen, donc c'est vraiment mon corps. Et eigen, ça veut dire aussi propre en allemand. Donc du coup, la traduction, enfin le terme corps propre était tout à fait pertinent. D'accord. Alors j'anticipe un peu peut-être, mais est-ce qu'il est mien parce qu'on le vit et on ne peut pas en faire le tour, comme tu le disais, ou la mienneté est aussi conférée par autre chose chez Husserl? Est-ce qu'il y a comme une instance c'est-à-dire le fait qu'il soit bien, c'est évidemment ça met en évidence le fait qu'il y a une conscience et une sorte de je, ou d'ego, comme il le dit aussi dans certains de ses textes. Donc une dimension de moi-même qui me signe comme étant un je, comme étant en première personne, et pas comme étant justement une réalité extérieure qui existerait indépendamment de moi. Donc là, il y a bien cette dimension. Et c'est vrai qu'une grande partie de la phénoménologie de Husserl, on l'a dit transcendantale, justement parce qu'il y a cette prise en considération d'une subjectivité qui va être incarnée, mais qui va régir la relation que j'entretiens avec mon corps. D'accord. Donc le mien, il désigne pas seulement une sorte de conscience pré-réfléchie. Il y a une vraie instance effectivement qui est en jeu et qui donne du sens. D'accord. Qui est une instance donatrice de sens, comme on dit. Je pense qu'on y viendra justement quand on parlera un peu de la constitution du corps empirique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en tout cas, donc on peut partir de cette distinction, donc Körper-Leib, et on peut se demander d'ailleurs, la médecine qui souvent d'ailleurs se réclame comme la science du corps humain à ce moment-là, est-ce que, évidemment, ça va être difficile de la placer du côté du corps vivant en fait? Est-ce que la médecine, elle s'occupe plutôt de l'expression du Körper? Elle s'occupe plutôt du corps mort. Voilà, du corps mort, ou en tout cas du corps-objet, puisque chez Merleau-Ponty, on a aussi cette distinction entre un corps-sujet et un corps-objet, qui reprend en grande partie la distinction husserlienne. C'est vrai qu'on peut faire des séries, là, il y a une sorte de variation sur les termes qui à chaque fois modalise différemment le type de relation que j'entretiens avec le corps. Et c'est vrai que dans un contexte médical, mais il y a beaucoup d'expériences dans lesquelles on pourrait aussi considérer qu'il y a des formes d'objectivation de mon corps. Alors la médecine peut-être de façon caractéristique, le chirurgien, c'est vrai qu'il s'occupe d'un corps très souvent d'ailleurs anesthésié, auquel on a retiré la capacité de sentir, de ressentir et de sentir, de façon à pouvoir opérer justement. Et le traiter comme un objet. Et le traiter comme un objet, comme un Körper, du coup très clairement. Du coup c'est vrai que le chirurgien, lui, ne peut pas prendre en considération la dimension vécue de la personne qu'il a devant lui et qui en réalité est inconsciente, justement a été anesthésiée et donc est inconsciente, pour des raisons qu'on comprend très bien, parce que voilà, c'est tant mieux d'ailleurs. Tant mieux, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que du coup c'est intéressant parce que ça donne un cadre de compréhension de ce que serait finalement un être humain qui ne serait que Körper. Et à qui on aurait retiré le Leib, ce qui évidemment est une fiction philosophique, mais en réalité on a des contextes empiriques où c'est bien comme ça que ça se passe. Donc dans la médecine c'est vraiment le cas, mais c'est vrai aussi de manière peut-être un peu moins violente, je vais dire, un peu moins délimitée. C'est vrai dans beaucoup d'expériences que l'on fait où
voilà, ou quand on tombe dans le coma, alors ça c'est aussi une autre expérience, ou quand on s'évanouit, ou quand on est très fatigué. On va sentir son corps, on va sentir une sorte d'inertie, de matérialité, de poids, quelque chose qui nous gêne. C'est ça, même on peut penser même à des cas extrêmes, peut-être des fois, mais de fatigue, où le corps devient presque une chose chosique. Tout à fait. Il y a une inertie, où ça peut être aussi le cas dans des contextes. Alors par exemple, dans le cas d'un accouchement, on va avoir une sorte d'anesthésie partielle, les péridurales, où justement on n'est pas réduit à un corps, purement et simplement, on n'est pas réduit à une chose, comme dans le cas d'une anesthésie générale, mais en même temps on perd la sensibilité d'une partie de son corps. Donc il y a une sorte de fragmentation qui fait que la conscience va rester vigile à un certain niveau, et en même temps il y a toute une partie du corps qui va se trouver finalement inconsciente. C'est ça. Donc il y a des expériences comme ça extrêmement curieuses en fait Et c'est vrai que l'expérience de l'anesthésie c'est une expérience à part vraiment intéressante, avec cette, comme tu dis, finalement cette dualité dans son propre corps, on pourrait dire. Voilà. On se voit. Finalement, on voit son cœur peur. Voilà, quand on est sous péridurale, on voit son cœur peur. C'est très bizarre comme expérience. On voit vraiment, on se voit soi-même, on voit une partie de son corps qu'on peut toucher, et on voit, à partir du bassin, on voit son corps, donc visuellement on se voit, mais en fait il y a aucune sensation. Mais c'est quand même très différent de la fatigue où on est encore dans une situation esthésique, il y a vraiment encore sensation, mais il y a quelque chose, je crois que c'est Michel Henry qui en parle un peu de ça. Dans ses volumes sur la phénoménologie de la vie, il y a plusieurs articles où il parle effectivement de cette résistance. En fait, il y a un vécu d'être une chose, c'est ça qui est assez paradoxal aussi. De s'observer soi-même, mais en même temps de se sentir entièrement pesant, une sorte de pesanteur dont on ne sait pas trop comment s'en débarrasser, à moins de dormir ou de se reposer. Mais d'une certaine manière, il y a une sorte de... Ça peut être le cas aussi quand par exemple, après un repas, on a trop mangé, on sent ses organes, on sent quelque chose, il y a un poids, et le corps nous rappelle en fait aussi à la réalité de ce qu'il est. Mais alors, est-ce que ça met en crise un peu la dualité cœur-peur-life à ce moment-là ? Alors, en réalité, moi j'ai eu l'occasion de regarder de près tous ces textes où Searle parle vraiment de cette entrelacement en fait. C'est vraiment un terme qu'il utilise en plus entre c'est la face Körper et la face Leib de ma réalité de sujet incarné. Et quand on regarde ces textes, en fait, on se rend compte qu'il multiplie les conjonctions. J'évoquais le terme Leib-Körper, donc corps de chair, donc pour montrer que les deux sont reliés, mais il parle aussi de körperlicher Leib, donc de chair corporelle. Il parle aussi de Körperleib, donc il inverse aussi les formulations. Il parle de Leiblichkeit, donc une sorte de flux charnel qui aurait cette sorte de dynamique propre, sans matérialisation. Donc on peut repérer comme ça une sorte de typique du corps ou de la chair au gré des processus d'objectivation et de subjectivation. C'est-à-dire qu'en fonction des types d'incarnation, on y viendra après, mais déjà on peut le dire comme ça, parce que en fonction des types d'incarnation, on va se rendre, et des expériences que l'on réalise ou quotidiennes que l'on peut avoir, on se rend compte qu'en fait on va avoir un corps qui va être soit plus objectivé, soit plus subjectivé. Par exemple, il va être plus objectivé si tout simplement, par exemple, le matin, je suis en train de préparer le petit déjeuner, et je suis un peu en mode automatique, on dit ça comme ça, on a cette formulation, je suis en mode automatique, c'est-à-dire je suis en train de faire les choses, j'ai l'habitude de les faire, donc il y a la dimension habituelle, routinière, etc. qui me protège, comme quand je conduis une voiture, et en même temps, donc cet automatisme, il me met un peu à distance de moi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas à chaque instant en train de me dire alors bon là il faut que je fasse ça, là il faut que je fasse ça. Donc du coup il y a quelque chose d'automatique qui peut être léger mais qui me met à distance de moi-même. Donc là il y a une forme d'objectivation de ma réalité incarnée parce que j'y suis pas forcément attentive ou présente à chaque instant. En revanche il peut y avoir des formes de subjectivation où la part Leib peut-être prend le dessus à ce moment-là, le vécu prend le dessus. Parce que je vais être particulièrement réceptive, attentive à ce qui se produit autour de moi et en moi,
par exemple dans des expériences de méditation, où ce qui est requis, c'est vraiment d'être attentif à la respiration, donc vraiment à la circulation du souffle, et d'avoir ça comme support. Donc c'est un support organique, et en même temps, il me relie en permanence à ce que je vis de cette respiration. Donc là, il y a une relation beaucoup plus intime, et donc on pourrait dire que là, il y a vraiment de la subjectivation qui est en jeu, et où le lipe est plus présent, à moi-même en tout cas, que le Körper. Donc en fonction des types d'expériences, je pense qu'on peut avoir vraiment cette sorte de variation qui est assez intéressante. Une forme de continuum en fait. Un continuum, voilà, c'est ça, avec des points d'arrêt parfois. Avec des points d'arrêt, par exemple, dans des cas un peu plus limites, des expériences un peu plus limites, ou dans le cas par exemple des femmes qui se prostituent, eh bien très, très clairement, en fait, elles ne peuvent faire leur métier que si elles font complètement abstraction de ce qui se passe en elles au moment où ça se passe, au moment de la relation sexuelle. Si elles investissent quelque chose de vécu, c'est juste une contradiction pour elles, c'est juste pas possible. Donc du coup, elles sont obligées de couper finalement la face live de la face Körper. Donc ça, c'est quand même des expériences assez limites, évidemment, où le Körper va finalement fonctionner de manière automatique. D'accord. En tout cas, voilà, je pense en tout cas, l'entrelacement est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Moi, j'ai essayé de le montrer dans ce livre-là, dans Lucidité du corps, justement. D'accord. C'est vraiment, j'en ai relu un certain nombre de passages là récemment, ce matin, parce que j'avais un peu oublié ce que j'avais écrit dans ce livre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était au cœur du premier chapitre. En fait, c'était vraiment l'idée. Alors, en prenant appui vraiment sur Husserl, mais en le développant de manière plus expérientielle, c'est-à-dire en vraiment le situant dans des contextes d'expérience qu'on peut tous avoir en tête, donc qui sont beaucoup plus parlants que de faire juste une typologie et une énumération d'entrelacements et de variations qui resterait un peu trop conceptuelle. Mais en tout cas, ça rend bien compte, je pense qu'on a tous des expériences qui nous montrent justement ces inflexions, soit plus objectivantes, soit plus subjectivantes de notre réalité corporelle. Oui, complètement. Ouais, non, ça fait droit à une variété d'expériences, justement. C'est ça, c'est assez phénoménal. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Alors, prenons un peu de recul, et en fait, on peut se demander justement, avec cette notion maintenant de corps propre, ou de chair, ou de live encore, est-ce que la phénoménologie, justement, elle n'a pas les ressources conceptuelles pour mettre en échec un dualisme qui est très présent dans la philosophie, qui est le dualisme cartésien, un dualisme substantiel entre justement l'âme et le corps, ou entre le corps et l'esprit. Est-ce que cette catégorie, justement, elle ne vient pas mettre en crise, là, pour le coup, vraiment ce dualisme-là, cartésien, profond. Est-ce que tu penses que... Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une vraie invention conceptuelle chez Husserl à travers cette notion de lipe, et sa reprise par les phénoménologues qui l'ont prolongée, comme justement de ce point de vue-là Merleau-Ponty, et en première loge, évidemment, mais Michel-Henry aussi à sa façon, on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Il y a vraiment la recherche à travers ce terme lipe, qui est vraiment une invention conceptuelle. Enfin, je pense que c'est important de le noter, parce que comment dire, même dans le vocabulaire allemand antérieur, donc de l'idéalisme allemand notamment, donc du 19e siècle, on a cette notion de lipe. Elle apparaît déjà en fait. Par exemple, dans les sciences contemporaines, dans les sciences cognitives, on a très souvent parlé de ce problème de l'âme et du corps en termes de lipe et le problème. Donc en fait, on n'utilise pas le terme Körper quand on dit le problème de l'âme et du corps dans les sciences aujourd'hui. On parle de lipe justement. Donc on parle bien d'un corps qui est pas seulement un corps inerte, mais aussi un corps investi de vie, d'un certain point de vue. Donc on englobe en fait la réalité du vivant, au moins, en tout cas, pas forcément du vécu, mais du vivant, dans cette notion de life. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve dès le 19e siècle, où on va avoir donc un concept de life qui en réalité correspond à un corps physique et vivant. Mais en fait, la définition du life dans le contexte du 19e siècle en Allemagne, c'est plutôt ça, c'est un corps physique et vivant. Et ce que Husserl ajoute à cela, c'est qu'il complexifie la notion, puisqu'il y ajoute la notion de corps vécu. En fait, il intègre quelque chose dans la notion de corps, il en fait une notion beaucoup plus intégrante que simplement, d'ailleurs même duel. En réalité, il en fait quelque chose de triple, d'une certaine façon, puisqu'il y a le physique, le vivant et le vécu. D'accord. Donc il y a quelque chose de tridimensionnel
qui, je pense, déjà participe de cette mise en crise de la dualité que tu évoquais. Hein, puisque la dualité en question, finalement, elle place d'un côté la matérialité, et de l'autre côté, la dimension de l'esprit ou de l'âme. Mais du coup, la fameuse question de Descartes, c'est comment on relie ces deux dimensions qui sont totalement hétérogènes l'une à l'autre, et qui n'ont rien à voir en fait. Donc c'est juste pas possible. Donc il invente cet artefact de la glande pinéale, mais qui n'est pas très convaincant, de toute façon. Hein. Ce qui fait que c'est vrai que dans la perspective de Descartes, la question est mal posée. En fait, d'une certaine façon, on ne peut pas déboucher sur une réponse satisfaisante, sur une solution satisfaisante, parce qu'on est parti déjà d'un point de vue qui rend impossible la résolution. Alors que la position de Husserl, ça va être de partir d'une position qu'on pourrait dire, à la place du dualisme, on pourrait dire moniste, mais c'est un peu trop fort, dans la mesure où c'est plus une position qui tient ensemble, en fait, ces deux dimensions, et qui les tient d'autant plus ensemble que c'est la vie. C'est la dimension de la vie qui va être la cheville ouvrière en fait, de cette double modalité, cette double dimension. Donc on a une sorte de fond commun qui, sur la base duquel s'enlèvent en fait, ces deux dimensions. D'accord. Donc d'un point de vue méthodologique ou analytique, on peut le repenser comme ça. Si on le repense comme ça, effectivement, à ce moment-là, on n'a plus du tout de problème parce qu'on a déjà une unité de départ. On part de l'unité. On part d'une unité, et cette unité, elle se distribue en deux dimensions, en deux modalités de présence ou d'apparaître. Et ça, je pense que c'est la grande découverte de Husserl, qui a été bien réinvestie et reprise ensuite dans les phénoménologies ultérieures. Donc je pense qu'il y a une vraie unité de la tradition phénoménologique de ce point de vue-là. Oui, tous les phénoménologues, tu veux dire, reconnaissent en fait ce point de départ. Je pense qu'il n'y a aucun phénoménologue qui remet en cause ce point de départ. Même Sartre, qui a une vision du corps quand même très négative et accentuant beaucoup l'inertie objectivante, en même temps, il fait droit aussi à la conscience, à l'ipséité comme étant un pouvoir de liberté, alors qui est censé s'affranchir justement de cette objectivation qu'on évoquait. Donc il y a quand même cette axiologie chez Sartre qui est très très forte. La valeur de la liberté de la conscience, elle est tellement accentuée que le corps, par contraste, apparaît comme une sorte de poids lourd, poids mort. Donc il y a une sorte de dévalorisation et revalorisation chez Sartre, qu'on ne trouve pas du tout chez Husserl ou chez Merleau-Ponty d'ailleurs. Mais malgré tout, il prend appui sur cette unité première, malgré tout, de toute façon. Oui, donc c'est vrai que c'est commun aux phénoménologues. Je pense. Je pense aussi. Même Michel Henry, qui, on pourrait dire d'un certain point de vue, repense les choses de façon plus duelle, là aussi avec une forme d'axiologie. Un peu comme Sartre d'ailleurs, curieusement. C'est-à-dire qu'en fait, Michel Henry, il a tendance à penser, à refuser également cette dimension corporelle qui serait extérieure, alors lui que lui va rejeter du côté de l'extériorité, de la transcendance, mais au sens de l'extériorité, donc du monde. Et puis à cela, il oppose donc une chair qui va être affranchie en fait de cette matérialité. Cette mondanité. Voilà, mondanité, lourde, pesante. On est d'ailleurs dans des inflexions qui sont proches en réalité chez Sartre et chez Michel Henry. Mais malgré tout, c'est depuis cette unité que cette dualité se recompose et que cette axiologie se recompose. J'aurais tendance à dire. Et alors, de fait, ensuite, on peut se demander, justement, en reprenant un peu le point de vue de Husserl, comme on sait que chez Husserl, il y a toute une entreprise de constitution, en fait, des choses, des noèmes, et aussi, en fait, du moi empirique, et d'une certaine manière aussi du corps empirique. Est-ce que toi, tu vois on a posé des objections contre cette constitution transcendantale de l'empirique. Est-ce que tu penses que, par exemple, quelqu'un comme Merleau-Ponty en prend acte et essaye de s'en défaire? Oui, alors c'est vrai que la position de Merleau-Ponty, elle s'oppose résolument à cette phénoménologie qu'on dit transcendantale. Et c'est vrai que lui développe au contraire une conception de l'immanence, donc de la réalité de l'inscription dans le monde, du corps propre, mais ensuite de ce qu'il appellera la chair, dans le visible et l'invisible. Donc là, il change complètement de paradigme phénoménologique d'un certain point de vue. Il y a vraiment un processus d'inversion. Et je pense que cette inversion, elle a été
pas forcément préparée, mais parallèlement, enfin, elle a été déjà très présente dans les travaux de Paul Ricoeur qu'on évoquait tout à l'heure, et notamment dans sa lecture de Husserl, en tant qu'interprète de Husserl à l'école de la phénoménologie, dans ce livre qui se veut une présentation des grandes thèses de Husserl. En fait, Ricoeur propose cette réception de Husserl, il amorce déjà cette critique. En fait, c'est déjà chez Ricoeur que c'est vraiment présent. Que ça germe, quoi. Oui, je pense que ça commence là, parce qu'en réalité, c'est avec Ricoeur qui va, en fait, de façon continue, toujours penser Husserl de cette façon-là. Il va toujours avoir tendance à opposer, justement, la dimension transcendantale de la phénoménologie de Husserl et l'incarnation. Il va toujours construire finalement un Husserl qui reste assez cartésien, ou qui reste assez kantien, comme si le transcendantal c'était encore quelque chose comme des sortes de conditions de possibilité de l'expérience, un peu comme chez Kant, et comme si quand on a des conditions de possibilité de l'expérience, il faut les appliquer à l'expérience. Et donc l'expérience, c'est forcément l'expérience de notre être incarné, qui est donc pas reconductible complètement à cette condition de possibilité. Donc on a un schéma assez kantien dans la position d'interprète qu'est Paul Ricoeur, et je pense que c'est ce schéma interprétatif qui va transiter et qui va aussi amener des auteurs comme Merleau-Ponty, Sartre notamment, à avoir cette lecture de Husserl et à considérer qu'en fait la phénoménologie transcendantale elle dégage des structures de l'expérience, et ces structures, malgré tout, il va falloir les remplir avec de l'expérience empirique ou de l'expérience avec des contenus d'expérience. Donc comme si chez Husserl on était resté, c'est vrai que c'est une partie de la pensée de Husserl aussi, on était resté dans un schéma forme-contenu, forme-matière, avec une distinction méthodologique, mais aussi peut-être dans l'expérience elle-même. Ça, c'est vrai que je pense que dans la lecture de la réception de Husserl qu'on a faite, on a beaucoup accentué cette dimension-là, ce qui est tout à fait juste d'un certain point de vue, mais en même temps, quand on parle d'expérience transcendantale, justement, avec Husserl, on parle de quelque chose qui serait impossible à penser chez Kant. Puisque chez Kant, en fait, l'expérience ne peut pas être transcendantale. Puisque justement, ces fameuses conditions de possibilité, elles sont formelles et elles sont a priori. Donc elles sont indépendantes de mon expérience. Elles existent que j'expérimente quelque chose ou pas. Et c'est aussi pour ça qu'ensuite, elles s'y appliquent à mon expérience. Mais donc on a vraiment une sorte de distinction qui est vraiment une distinction de base chez Kant. Alors que chez Husserl, justement, le pari, et c'est pour ça qu'il est plus du tout kantien, le pari c'est de forger donc, ce qu'il appelle une constitution, et la constitution déploie une expérience transcendantale. Voilà. C'est une sorte de transcendantal concret en fait. Voilà, c'est un transcendantal en tout cas qui ne s'oppose pas à l'expérience. Et peut-être qu'il en a déjà été question dans les émissions précédentes, mais quand on parle de la méthode de Husserl, de l'époquer, justement on parle de quelque chose qui est un changement d'attitude. Et ce changement d'attitude, d'une attitude spontanée dite naturelle à une attitude dite transcendantale, c'est-à-dire phénoménologique, en fait ça décrit simplement un changement de relation au monde et aux objets. C'est-à-dire que transcendantal, c'est pas une sorte de mot magique qui viendrait donner du sens à du contenu empirique, mais c'est juste la façon dont je vais regarder autrement l'expérience qui est la mienne. Donc dès le départ, j'ai bien une expérience, je m'abstrais jamais de cette expérience, elle est toujours présente pour moi, c'est mon socle, c'est mon arrimage, simplement je vais être amené à la voir autrement, je vais être amené à être présent différemment. Et je pense que si on voit les choses comme ça, c'est beaucoup plus simple, on comprend beaucoup mieux de quoi il s'agit, on construit moins une sorte de modèle sur l'expérience, et on est plus justement dans la prise de conscience également, à travers l'époque justement, de ce changement de modalité de ma relation au corps, pour revenir à la question du corps, puisque en fait on va changer de la modalité, on va passer de la modalité corporelle naturelle, spontanée. Je me perçois spontanément en train, par exemple, de te parler, et au moment où je te parle, je suis absorbée dans ce que je te dis, pour essayer de le dire de la façon la plus précise possible. Donc j'ai cette absorption, et donc tout ce que je suis est tendu vers cela. Et au moment où je te parle, évidemment, je ne suis pas en train de me demander ce que je suis en train de te dire. Oui, voilà. J'ai pas une position réflexive au moment même, donc je suis vraiment en relation de présence à ce que je te dis. Donc c'est incarné en ce sens.
Et on peut dire que ça, ce serait une attitude phénoménologique, en fait. Ce serait l'attitude transcendantale. Elle est là, l'attitude transcendantale. C'est ni une attitude naturelle, corporelle, où je serais capté par les choses, mais sans aucune présence aux choses. Comme par exemple, ça pourrait être le cas si je suis retenue par, je sais pas moi, une lecture dans laquelle je suis et je suis pas du tout attentive à tout ce qui se passe autour de moi. Là, ça pourrait être une attitude naturelle, donc non phénoménologique. Et c'est pas non plus une attitude réflexive qui prendrait du surplomb par rapport à ce que je suis en train de te dire, et où là, on serait pas non plus dans une attitude transcendantale. On serait dans une sorte d'attitude déréalisée, en réalité. Elle serait pas phénoménologique non plus, cette attitude-là. Donc tu vois, il y a une ligne de crête, de l'incarnation qui, à mon avis, recoupe la dimension transcendantale à ce stade-là, et qui ne s'y oppose pas. De ce point de vue-là. Donc une vraie constitution bien pensée, c'est une constitution qui intègre le transcendantal et incarnation. Très bien, Autrement, on crée des excès ou des défauts d'incarnation, dans un sens ou dans l'autre. Oui, donc on voit que tu essayes de montrer que déjà chez Husserl, il y a quelque chose qui est moins accusé que ce qu'on a... On peut le penser comme cela, et ça peut expliquer aussi pourquoi Merleau-Ponty a pu faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que je pense que s'il s'est déplacé vraiment du côté d'une inscription dans le monde et de notre relation au monde comme conscience corporelle, c'est le terme qu'il utilise dans la phénoménologie de la perception, il parle de conscience corporelle, c'est justement pour encore accentuer cela. Je pense pas qu'il... c'est vrai que d'un point de vue herméneutique, il va s'opposer à Husserl pour construire sa propre philosophie, mais en réalité, dans la manière même, dans la relation à l'expérience, il accentue cette dimension qui peut-être était pensée par Husserl dans des catégories qui lui semblaient encore insuffisantes, bien sûr, et qu'il a essayé de... il y a une sorte de reprise amplificatrice, en fait, peut-être. Pour moi, il y a un prolongement, une amplification, ce qui amène parfois, quand on amplifie trop, à des ruptures. Forcément... Oui, parce qu'on pourrait en parler là. C'est aussi intéressant de voir que ce que Merleau-Ponty appelait d'ailleurs le corps propre, en fait, devient aussi une strate des fois anonyme. Il y a quelque chose, la chair chez Merleau-Ponty, il y a quelque chose de l'ordre du moi et du non-moi, en fait. Tout à fait. Oui, cette dimension d'anonymat, c'est vrai qu'elle est essentielle chez Merleau-Ponty, et justement, ça relève de cette accentuation, de cette immersion dans le monde. Plus je suis immergée dans le monde, moins finalement je vais prendre en considération celui ou celle qui fait ce qu'il fait au moment où il le fait. Donc du coup, cette instance, elle va pas disparaître chez Merleau-Ponty, en fait, elle est toujours présente, simplement elle adhère au monde, en fait, elle est complètement elle épouse totalement la relation à l'action, à l'activité, aux activités. Donc elle est présente, mais dans une sorte de geste d'adhésion ou d'inhérence, comme dit Merleau-Ponty. C'est des très belles formulations, enfin, c'est vraiment un auteur qui a une écriture qui capte les nervures du réel, quoi. Donc c'est extrêmement très très juste. Mais du coup, c'est vrai que cette instance, elle est plus elle est mise au service de ma relation au monde et de mon action. Et là, il y a, comme tu dis, il y a une sorte de rupture, parce qu'en fait, par exemple, il me semble que c'est dans les méditations cartésiennes, cette seconde réduction chez Husserl dans la sphère d'appartenance, qui est une sphère charnelle aussi, il le dit, c'est bien une sphère d'appartenance du propre. Donc chez Husserl, c'est vraiment, la chair est vraiment reliée au propre, tout à fait. Alors que chez Merleau-Ponty, il y a cette dimension qui arrive, l'anonymat aussi. Oui, absolument. Ça, c'est vrai qu'il y a une ligne de démarcation entre les deux, et cette réduction redoublée que tu évoques, la réduction à la sphère du propre ou à la sphère d'appartenance, c'est vrai que c'est à la fois une stratégie méthodologique chez Husserl, donc c'est pas forcément sa façon de décrire l'expérience en tant que telle, c'est plus une manière d'essayer de montrer comment on y accède, mais peut-être qu'à un certain moment il se prend lui-même au jeu, c'est possible que ensuite ça devienne, que d'une certaine manière l'expérience elle-même se façonne pour lui de cette façon-là, et qu'il soit un peu pris au piège de sa manière de formuler les choses, jusqu'à ne pas être en mesure de
de penser quelque chose qui serait plus justement de l'ordre de l'immersion. Alors, cette immersion, je pense qu'il la pense dans le dernier grand texte, dans la Crisis notamment, dans la crise des sciences européennes, quand il décrit cette voie du monde de la vie, de la Lebenswelt, parce que justement ce qu'il cherche à penser, c'est vraiment ce qu'on appelle parfois des retrouvailles avec le monde, donc, et aussi ce moment justement d'immersion. En fait, c'est ça qu'il essaye de penser à ce moment-là. D'accord. Je pense que Merleau-Ponty ne connaissait pas ce texte de la crise des sciences européennes, mais en fait, en réalité, quand on regarde la philosophie de Merleau-Ponty, il y a peut-être plus d'affinité avec cette dernière pensée de Husserl. Filiation ici, là. C'est possible, d'une autre façon, disons. C'est très intéressant cet échange. Mais je ne crois pas que Merleau-Ponty connaissait ce texte. À la différence de Heidegger, qui lui, avait eu connaissance des premiers textes de Husserl sur la Lebenswelt. D'accord. Mais enfin bon, c'est une affaire, une autre histoire. Alors, si on essaye aussi de ressaisir dans des catégories peut-être plus communes, je voulais dire, je voulais te demander en fait, comment tu penses que peut-être Husserl ou les suivants, comment on a pu décrire ce rapport à notre propre corps, c'est-à-dire, est-ce que finalement, alors on va sans doute justement le disqualifier assez vite, mais est-ce qu'on a pu se poser la question, déjà Descartes se la posait, est-ce qu'on a un corps comme un bien, comme un pilote a et conduit son navire, ou alors est-ce qu'on est son corps, et si on l'est, comment l'est-on? Est-ce qu'on est son corps comme un mur où une surface serait solide et blanche, d'accord? Ou alors plutôt, est-ce que nous avons à être notre corps? Et dans ce dernier cas, si on va dans cette direction, est-ce que le corps, à ce moment-là, ne passe même pas du côté du faire? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on n'a pas à nous faire un corps, d'une certaine manière? En tout cas, on peut se demander de quelle catégorie précise, s'il y en a une ou pas, le corps appartiendrait à l'avoir, à l'être ou au faire. Tout à fait. Mais ça, c'est une très bonne, je pense, que c'est une très bonne question, et c'est vrai que ça renvoie à cette phrase très emblématique de Merleau-Ponty, qui dit justement, on n'a pas un corps, on est un corps. Donc c'est vraiment lui-même, il va tout de suite se situer du côté de l'être, en disant, ça ne peut pas être quelque chose comme une propriété, comme un bien, comme une possession, ça nous renverrait à l'extériorité, ça nous renverrait à quelque chose qui est en face de nous et qu'on cherche à acquérir. Donc là, on est reconduit au schéma qu'on a évoqué au tout début. Donc Merleau-Ponty, il est très clairement du côté de l'être, et il va, je pense, penser l'être comme une forme d'habitation, comme une forme d'habitation d'un espace, mais un espace entendu pas comme un réceptacle seulement, pas comme quelque chose qui serait quelque chose dans lequel je serais, mais plutôt quelque chose qui emplit tout l'espace. C'est-à-dire, si on prend par exemple cette pièce, on peut dire on est tous les deux des corps dans cet espace. Mais ça veut dire à ce moment-là qu'on se pense comme des parties à l'intérieur d'un tout. Et ça, ce serait le geste vraiment cartésien, d'ailleurs, de nous penser comme ça, donc d'avoir une conception de l'espace comme coexistence de différentes parties. Et en fait, je pense que dans un cadre comme celui de Husserl ou a fortiori de Merleau-Ponty, l'idée, c'est de penser vraiment notre corps comme habitant l'espace. C'est-à-dire comme étant tout l'espace. En réalité, et c'est parce qu'on est dans un ressenti, parce qu'on est en relation avec tout ce qui nous entoure, et donc toutes ces réalités qui nous entourent et qu'on peut regarder, voir, toucher, sentir de différentes façons, donc toutes les modalités sensorielles qui s'activent à ce moment-là, ça fait que en fait, nous sommes l'espace. En réalité, nous sommes l'espace. Il y a une sorte d'amplification, mais là dans un sens vraiment de volumétrie, qui fait et c'est ça habiter un lieu. Quand on dit qu'un lieu, on arrive dans un appartement, il n'est pas habité. On ne sait pas comment l'habiter, on met du temps à l'habiter, on a l'impression que on est posé quelque part, mais en réalité beaucoup de choses nous échappent dans cet espace. C'est parce qu'on n'y a pas vécu, très souvent. Et à force de vivre dans un lieu, on l'investit, on y habite. Et je pense que chez Merleau-Ponty, il y a vraiment il y a des très belles pages dans la phénoménologie de la perception, notamment, où il décrit justement, il y a cette scène où il est dans une salle de concert. C'est assez connu, et il décrit en fait les espaces qui sont en lui, mais qui sont des espaces à la fois invisibles et visibles, et qui donnent de la volumétrie au ressenti qui est le sien, en train d'écouter
la musique du concert. Et donc c'est comme si justement il y avait cette sorte d'amplification de l'espace qui est en réalité en nous, et qui est nous, qui n'est pas autre chose que nous en réalité. C'est ça, et je pense que Merleau-Ponty, il a vraiment par des très très belles situations de description, il a vraiment rendu compte de cela. Alors du coup, là, justement dans cette configuration-là, est-ce que ce corps qui habite l'espace, à ce moment-là, tu le mettrais du côté de l'être ou du faire? Alors là, dans le cas de Merleau-Ponty, il lui-même l'énonce comme un être, mais à travers les exemples que je viens de donner, l'exemple que je viens de donner, on voit bien que c'est une activité. On voit bien que c'est une activité. Il y a aussi cet exemple où il parle d'un organiste, donc un instrumentiste qui joue de l'orgue, et qui, d'une certaine manière, fait corps avec son instrument. Donc là aussi, c'est un peu la même idée d'un objet qui se subjective, qui s'incarne, et par lequel je m'incarne aussi d'une autre façon, où je m'incarne en m'objectivant, mais en même temps, on retrouve ce double processus qu'on évoquait, et à ce moment-là, c'est à travers une activité que ça se passe. C'est à travers le fait de jouer de l'orgue, justement, que se déploie cette forme d'habitation. Donc c'est pas statique, c'est vrai que c'est pas statique, c'est très dynamique, et c'est peut-être plus une action d'ailleurs, effectivement, qu'un être. En tout cas, c'est pas un être substantiel, d'ailleurs, d'aucune manière. cette dynamique, d'une certaine façon, on la trouve aussi d'ailleurs chez Husserl, parce qu'il caractérise à un moment donné, il me semble, le corps aussi comme un je peux. Absolument, et tout à fait. Il y a déjà cette dimension de la puissantielle, en fait. Tout à fait. Alors ça, c'est dans les idées directrices 2, c'est dans le 2e volume des idées directrices. D'ailleurs, un texte que Merleau-Ponty a beaucoup lu, et auquel il renvoie beaucoup. Dans la phénoménologie de la perception, il y a des passages que j'avais notés d'ailleurs, autour des pages 106, 108, où justement il y a plusieurs références aux idées directrices 2. Donc il dialogue directement avec Husserl, et on a bien cette idée, effectivement, on pourrait presque parler de savoir-faire, de savoir pratique, en fait, du corps. C'est-à-dire le corps est tout entier un savoir pratique. Et là aussi, je me permets de renvoyer à nouveau à Lucidité du corps, à mon livre, où justement j'ai essayé de montrer justement cette dimension très d'inscription pratique, la manière dont le corps est vraiment un jeu d'action et de réaction aussi d'ailleurs, qui fait qu'il y a toujours cette sorte d'alternance. Alors ça pourrait aussi résonner avec ce que dit Michel Henry, parce que justement on a aussi ce jeu d'alternance, d'action, de résistance, de réaction. C'est ça, c'est qu'à ce moment-là, il y a ce jeu entre activité et passivité, en fait, il est très fort. Au cœur du... C'est ça, il est très très fort, et c'est je pense, vraiment là aussi une sorte de continuum d'accent mis par Husserl, Merleau-Ponty et Michel Henry, cette dynamique active-passive ou action-réaction. Alors action-réaction, c'est gênant parce qu'en fait ça peut sembler un peu mécanique si on le pense que comme cela, alors que c'est vrai que la notion et les catégories d'activité et de passivité, c'est vrai elles peuvent être aussi un peu gênantes, parce qu'elles ont tendance à redualiser un peu les choses, comme si on était entièrement actif à certains moments, entièrement passif à d'autres moments, alors qu'en réalité il y a toujours une sorte d'entremêlement des deux. Alors c'est vrai qu'en fonction des instants, on est plus en réception ou plus en action, là, quand on se parle, notamment, quand tu me parles, je reçois, et et inversement. Donc c'est un jeu d'accent. Et c'est vrai que c'est intéressant de le penser comme une dynamique et comme un jeu, parce que ça évite trop de fixer les polarités. Et elles passent l'une dans l'autre, en fait, elles se métamorphosent l'une par l'autre, aussi. Donc c'est ça, c'est assez intéressant, c'est que ça peut pas non plus un pur faire, en fait. C'est pas seulement, ou en tout cas c'est un faire qui peut être que certaines traditions spirituelles nomment un faire non agissant, tu vois, donc un faire où justement on va pas chercher le résultat ou l'efficacité de l'action, mais on va chercher à capter la dynamique même de l'agir seulement. Et je pense que nos phénoménologues, ils ont exactement pensé ça, en fait. Ils étaient vraiment dans cette perspective-là. Husserl, par exemple, justement, il a inventé un terme pour essayer de décrire ça, c'est la notion de réceptivité. Dans Expérience et Jugement, il essaye justement de montrer qu'être réceptif, c'est pas être passif, bien sûr. C'est pas subir, c'est être actif,
mais par contre, c'est une forme d'activité qui n'est pas du contrôle, qui n'est pas de la maîtrise, ou ni de la rationalisation, mais qui est une sorte d'ouverture, qui est une sorte de disposition, et dans cette disposition, il y a une vraie action. Oui, dans la disponibilité, il y a une activité. Ouais, c'est ça, il y a une D'ailleurs, vraie activité. ça pourrait même s'éprouver à un plan même presque très empirique, c'est-à-dire quand on reçoit quelque chose, même quand on nous lance quelque chose, on est bien dans une forme déjà d'activité. Il faut bien, si on ne fait rien du tout, ici, on ne reçoit rien. Voilà, ou on va recevoir on va recevoir un coup, et on ne va pas comprendre ce qui nous arrive. Mais c'est vrai que la réceptivité, c'est une action. Voilà, une action d'attention, une action de présence, une action de vigilance. Donc il y a une autre qualité évidemment que l'action qui amène à prendre des décisions, par exemple, ou à atteindre un but. Évidemment, c'est pas les mêmes types d'activités, mais justement, ça permet de pluraliser les formes d'activités. Et toutes ces activités, elles sont incarnées. Bien sûr. Et c'est justement la présence que j'ai à ce que je fais. C'est ça l'incarnation, en fait. C'est le fait d'être présent à ce que je fais. Donc de ce point de vue-là, je pense que Merleau-Ponty a été très loin aussi dans cette compréhension. Mais alors, c'est intéressant cette question d'activité et de passivité. Il me semble quand même qu'il y a deux phénoménologues, on va pas non plus rentrer peut-être trop, on peut, mais ça peut être pas être trop long, mais le fait qu'il y ait deux phénoménologues à mon esprit là qui me semble avoir incité aussi beaucoup du côté de la passivité. Je pense à Michel Henry et à Yann Patočka. Michel Henry parce que le premier corps, en fait il y a presque 3 corps chez Michel Henry, voire 4 avec le corps fatigué, mais le premier corps chez Michel Henry, il me semble, tu me diras si je me trompe, mais que c'est cette dimension d'auto-affection pure, qui est donc cette strate d'affectivité, qui est en fait au fondement ensuite d'un corps de sensation, qui est le deuxième corps, on pourrait dire, qui est déjà un peu transcendant, et puis il y a le corps objectif, le corps objet. Donc, mais ce corps affectif, auto-affectif, pardon, il nous est donné, on ne choisit pas d'entrer dans on pourrait dire cet enroulement ou cette dynamique vraiment immanente. Et chez Yann Patočka, je le dis encore plus rapidement, mais il y a la corporité est un je peux, et je ne choisis pas non plus de pouvoir. Donc je suis aussi, je bute contre une sorte de passivité originelle, je trouve, chez ces deux phénoménologues. Oui, tout à fait. Je pense que c'est assez juste, en fait, cette notion de passivité entendue comme une résistance. Alors c'est vrai que c'est un aspect qu'on a un tout petit peu évoqué plus tôt dans l'émission, mais qui est très accentué par ces deux auteurs, c'est tout à fait vrai. Et c'est une forme de passivité qui est pas une réaction, en fait. Ils parlent de résistance tous les deux, Michel Henry en parle à propos de, quand il relit Mène de Biran, justement, il parle du continu résistant, le corps c'est le continu résistant dans sa lecture de Mène de Biran. Donc on pourrait entendre cette résistance comme une réaction, mais ça voudrait dire que c'est une réaction à une action première, alors que c'est vrai qu'en réalité on a affaire à une posture première, à une posture originaire, en fait, de notre réalité, de notre incarnation. Notre incarnation étant justement cette relation à une forme... est-ce que c'est une forme de subir ? Toi, est-ce que ça correspond quand même à quelque chose du coup qu'on subit, ou ce que Heidegger appellerait une forme de facticité, qui serait pas évidemment du tout identique à la réalité des faits qui nous sont étrangers et qu'on subit, mais on les subit parce que ils nous dépassent, des événements qu'on ne maîtrise pas, des catastrophes qui nous arrivent, et là c'est une forme de passivité autre, alors que là la passivité dont on parle, c'est une passivité qui est la passivité même de notre subjectivité, d'un certain point de vue, et ça je pense que ça a été très bien pensé par Michel Henry et par Patočka d'une autre façon, tout à fait. D'accord, donc ça remodélise encore un peu ces deux catégories. C'est une passivité qui n'a pas de dynamique, en fait. C'est une passivité du fond même de notre être. Et qui est condition de la dynamique, en fait. Presque. Et qui peut-être est condition de la dynamique, alors ça c'est possible. Ça pourrait être intéressant peut-être de mettre en perspective cette notion de passivité avec, je reviens encore à Husserl, mais à ce que Husserl appelle
le corps comme point zéro. Oui. Il parle de Nullpunkt, hein, donc une sorte de dimension originaire en fait de la corporéité, qui ne s'inscrit pas dans des dynamiques intentionnelles, qui ne se relie pas, qui ne se projette pas vers des objets, ou qui n'est pas une conscience en train de se projeter vers des objets, mais qui est le fond même de notre réalité d'être humain, en fait. Ce point zéro, pour Husserl, c'est vraiment l'origine de l'origine, d'une certaine façon. Et elle est corporelle. Donc c'est vraiment plus du tout l'a priori kantien formel. Oui, bien sûr. On est dans une sorte de matérialité de base, quoi. C'est aussi ce qu'il appelle la hulée, la matière affective première. Et peut-être c'est aussi pour ça que Michel Henry pourra à sa façon la reprendre comme cette hulée comme une archi-hulée, en ce qu'il appelle lui-même une archi-hulée, une archi-matière. L'auto-affection chez Michel Henry, c'est ça en fait. C'est cette matérialité affective première, qui me constitue de part en part, en fait, qui fait que je suis ce que je suis, et qu'après je peux effectivement déployer dans une forme d'intentionnalité, et ensuite relier au monde et déployer en ressenti, en émotion. Mais c'est une sorte de matériau, c'est une sorte de matériau de base, premier, et pas du tout lié à la matérialité qu'on connaît et qui nous est extérieure. Ou en tout cas, c'est vraiment deux plans différents. Deux plans différents, bien sûr. Et en fait, on peut aussi... je pense qu'il y a une question encore importante sur cette dimension de l'incarnation qu'on aborde là. On peut te poser, puis on peut se demander si les phénoménologues y ont vraiment prêté bien attention. C'est peut-être la dimension de la sexuation, du sexe justement. Est-ce que, parce qu'on parle de chair, mais peut-être pas dans son sens paulinien non plus, mais sans aller jusque-là, est-ce que les phénoménologues reconnaissent finalement une dimension nécessaire peut-être de la sexuation, ou alors ça reste quand même quelque chose de contingent? Est-ce que avoir un sexe, c'est quelque chose qui aurait pu ne pas être? Est-ce que qu'est-ce que... Alors ça, c'est une question qui est compliquée, parce que ça dépend en plus beaucoup de chaque phénoménologue. C'est pas une question qui a été abordée de manière majeure, je pense, par aucun d'eux, de manière très frontale en tout cas. C'est vrai que chez chacun, on trouve des analyses qui montrent qu'ils n'ont pas été complètement étrangers à cette question. Mais ça reste, je pense, assez latéral. Chez Husserl, franchement, il y a quelques petites choses, mais c'est très 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 léger. Dans les manuscrits donc sur l'intersubjectivité notamment, mais c'est pas décrit de manière très précise. Ensuite, chez Merleau-Ponty et chez Sartre, il y a évidemment chez Merleau-Ponty tout ce temps consacré à ce qu'il appelle le corps sexué, mais qui est pensé, je dirais, comme une sorte de structure, qui est pensé comme une dimension générale de mon être au monde. Donc c'est vrai que c'est pensé de manière assez précise. Chez Sartre aussi, mais c'est pensé plutôt dans le cadre des relations avec autrui d'ailleurs, donc dans toutes les subversions ou les transgressions de cette relation. Donc c'est vraiment la relation à autrui aussi qui est très qui est très référentielle pour penser la sexuation. D'ailleurs, on ne voit pas comment ça pourrait être le cas autrement, forcément, puisque ça touche à une dimension de relation. On n'est pas un sexe tout seul, quoi. Ça n'a aucun sens. Et donc du coup, c'est vrai que chez Sartre, c'est pensé dans des modes de transgression quasi pathologiques, puisque c'est vraiment notamment à travers la relation sadomasochiste que Sartre prend cela. Donc c'est à la fois corporel et psychique. Ça a fait interagir ces deux dimensions. Bien sûr, à aucun moment les phénoménologues vont traiter ça comme un organe objectif. Tout à fait. Voilà, il va pas. En fait, il y a une prise de position générale contre une forme de biologisme. Voilà. Donc, il y a chez beaucoup de phénoménologues aussi quand même une remise en question de modèles qui seraient même des modèles psychiques trop biologiques, comme ceux de Freud, comme l'héritage de la psychanalyse. Donc, en fait, cette dimension trop objectivante justement, elle est largement mise de côté au profit d'un réinvestissement de l'expérience même,
de ce qui est en jeu dans la relation, dans la relation sexuelle. Même si c'est pour penser, comme chez Michel Henry aussi, puisqu'on a aussi chez Michel Henry cette question, même si c'est pour la penser sur le mode de l'auto-érotisme, donc de quelque chose qui va être reconduit à la subjectivité interne. Mais l'auto-érotisme, c'est en fait une façon autre de formuler quelque chose qui relève de l'érotisme à deux. Enfin, donc c'est penser, c'est intégrer en soi finalement une altérité interne, un peu comme ce que j'ai essayé de montrer là dans Transcendance et Incarnation, mais pas à propos de la relation sexuelle, à propos de la relation à autrui. Donc l'idée d'une altérité interne qui est la condition à partir de laquelle se déploie la relation à autrui. Donc je pense que quand Michel Henry dans Incarnation, justement, il fait droit à cet échec de la relation érotique, relation sexuelle pensée comme érotique, là, et qu'il considère qu'il y a deux flux pulsionnels qui se déploient parallèlement et qui en réalité jamais ne se rencontrent, et qui débouche sur cet auto-érotisme qu'il met en premier, qu'il met en avant. D'une certaine façon, il pense cet auto-érotisme depuis la relation érotique, depuis quelque chose qui est quand même une relation. Et après, bon, finalement, c'est parce qu'il y a cet échec, parce qu'il met l'accent sur un échec, que ça va se reconduire en auto-érotisme. Donc c'est vrai que cette dimension, je pense qu'il faut distinguer entre la dimension sexuelle et la dimension érotique de toute façon. Parce que si on parle d'érotisme, on intègre forcément la conscience et une conscience partagée, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, dans cette relation sexuelle qui, en tant que telle, est peut-être est jamais complètement la relation d'un cœur-peur et de deux cœurs-peurs, bien sûr, mais en tout cas il y a une objectivation, en tout cas il y a une phase d'extériorisation du coup qui peut être peut-être trop mise en avant, et à ce moment-là, si elle est trop mise en avant, on perd de vue ce qui est de l'ordre d'une expérience qui est aussi une expérience vécue. Donc c'est moi je dirais pas que c'est une expérience contingente, sauf à entendre contingent au sens de un peu classique de ça peut ne pas être. Bien sûr, si on entend contingent au sens sartrien, c'est-à-dire au sens de la liberté même de celui ou de celle qui vit cette expérience, à ce moment-là, on peut dire que c'est contingent. Mais je pense que c'était pas dans ce sens-là que tu l'entendais. Non, parce que alors là, oui, je pense on thématise l'érotisme, c'est vrai, mais au départ, je posais aussi la question, en fait, ça incorpore les deux, du sexe féminin et masculin. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Voilà, est-ce qu'un corps, il est... c'est moi, en fait, quand tu parlais de sexe, en fait, pour moi, c'était essentiellement la dimension biologique, organique. Et évidemment, il y a des conformations organiques qui ne sont pas les mêmes entre le sexe masculin et le sexe féminin, mais d'une certaine façon, elles ne sont appropriables que si on les pense à partir d'une construction du vécu, d'une construction interne et éventuellement même d'une construction sociale. Donc là, à ce moment-là, on rentrait plus dans une problématique des gender studies, qui entre parenthèses, c'est vrai, à mon avis, a totalement échappé aux phénoménologues. Là, pour moi, ça c'est quand même une question assez déterminante, de constater que, comment dire, quels que soient tous ces endroits où on trouve des questions de ce type abordées par les auteurs que j'ai mentionnés, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas vécu la même histoire depuis les années 60-70. En tout cas, qu'il y a une partie de l'histoire dans laquelle ils n'ont pas été impliqués, ces phénoménologues. Donc je pense au-delà de Merleau-Ponty, qui a quand même... c'était un peu tard pour lui, mais Michel Henry, Jean-Luc Marion, tous ces auteurs qui se sont posés ces questions, notamment. On a l'impression qu'ils se les sont posés en faisant totalement l'impasse sur un contexte social et politique qui se posait énormément de questions culturellement justement sur la relation masculin-féminin, sur la différence entre le sexe et le genre. Il y a toute une élaboration qui s'est mise en place, alors qui vient plus des États-Unis au départ, mais qui est quand même arrivée en France dans les années 80-90. Et on a l'impression qu'il y a une grande partie de la phénoménologie qui travaille à un autre niveau, sur une autre planète, que ces enjeux-là.
Donc peut-être que c'est en ce sens contingent. Enfin, Oui, en tout cas pour ces phénoménologues, peut-être que c'est contingent au sens où ça leur semble pas faire partie de la structure même de la subjectivité. voilà. Okay. Et personnellement, c'est vrai que pour moi, ça c'est vraiment un sujet manque, d'étonnement. Enfin, et un gros manque, une grosse lacune. Mais c'est un constat que je fais très récent. Parce que c'est vrai que moi-même, finalement, j'ai pris conscience de ces questions, au fond, assez récemment. Moi-même, j'ai été formatée par une tradition phénoménologique qui évitait le sujet. Voilà, Ou en tout cas qui se situait ailleurs, enfin qui ne prenait pas en considération ces questions. Par cette, qui ne semblaient pas concernés par ces problèmes. Enfin, et c'est vrai que peut-être que c'est aussi une des limites du façonnement de la phénoménologie dans son ancrage assez limité dans les questions politiques, sociales et culturelles. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que c'est pas sur ce terrain que les choses ont été vraiment mises au premier plan. Mais je pense qu'on a beaucoup de retard. Enfin, je dis on, c'est si on prétend s'inscrire dans cette tradition phénoménologique et la perpétuer, on a beaucoup de retard, il y a beaucoup de choses à rattraper et des questions dont il faut vraiment tenir compte et les inscrire dans le cadre de la phénoménologie, leur donner une place. Ce qui est vraiment pas le cas encore aujourd'hui, quoi. Donc, et concernant le corps, justement, ça semble difficile d'échapper à cela. Bien sûr. Comment peut-on ne pas se poser la question du point de vue de la phénoménologie de ce qu'est effectivement une expérience féminine de la corporéité, de la sexualité, de l'érotisme. Alors bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de phénoménologues femmes, donc du coup peut-être qu'il y a aussi une sorte de déport, mais ça c'est une vraie question, hein, enfin, le fait que ça a été surtout thématisé par le point de vue masculin, hein. Mais en même temps je pense que ça n'est pas comment dire, ça demande juste à être explicité, parce qu'en fait rien n'interdit quoi, en fait. Rien n'interdit. En réalité on pourrait dire au fond ce que Lévinas, on n'a pas du tout parlé de Lévinas, ce que Lévinas a écrit dans Totalité Infinie sur la sensibilité corporelle, immanente, par exemple, et tout ce qu'il dit à la fin sur l'éros et la caresse, on pourrait se dire, voilà, est-ce que c'est un point de vue neutre sur la question du corps, ou est-ce que c'est pas un point de vue masculin ? Et le fait que ce soit un point de vue masculin ne pose aucun problème, simplement, on peut reconnaître que c'est un point de vue masculin. Voilà. Ou peut-être que c'est pas un point de vue masculin. D'ailleurs, peut-être que Lévinas ne décrit pas en homme, on ne décrit pas du point de vue masculin la chose. Mais en tout cas, ça vaudrait la peine de se poser plus ce genre de questions et de situer, je pense, davantage, d'avoir une expérience située du corps, et pas générique ou universelle, comme si finalement il n'y avait pas de différenciation. Alors qu'en réalité, on sait très bien qu'il y en a, de toute façon. Donc, c'est un champ en fait encore. Je pense que c'est un champ à explorer. Il y a déjà des prémices il y a quelques prémices de travaux qui vont dans ce sens. Des petites choses, quoi, enfin, qui existent, quelques articles sur ces questions. Qui amorcent la chose. Mais c'est vrai que ça demande, à mon avis, à être vraiment complètement abordé de front. Non, mais très bien. Voilà, tout un programme de recherche. Tout un programme. Alors, je pense qu'on peut maintenant en venir au troisième grand moment de l'émission. Donc réfléchir là sur la relation entre mon corps et l'altérité, alors en un sens un peu indéterminé jusqu'à maintenant. Donc comme tu me l'as suggéré, je propose qu'on commence par en fait essayer de retrouver cette question de l'autre, d'autrui. Alors on va retrouver là un thème qu'on a déjà abordé dans la dernière émission de la parenthèse avec François Séva. Mais oui, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que justement, alors on a parlé beaucoup de notre corps, de son propre corps, du Leib, mais est-ce que le corps des autres, justement, est-il vraiment une chose ? Est-ce qu'il n'apparaît pas lui aussi comme un corps vivant, voire vécu, et même si ce n'est pas le mien, d'accord ? Est-ce que on pourrait parler, on l'a déjà un peu évoqué avec Searle, avec François Séba, le rapport analogique à l'autre, ou un rapport, est-ce que toi tu as développé des choses autour du rapport empathique, dans quel type de rapport on est avec le corps de l'autre en fait, et voilà, donc j'ouvre un peu la question largement. C'est un chantier là aussi. C'est un chantier. Donc bon, c'est vrai que je ne vais pas reprendre trop d'éléments concernant la façon dont Husserl introduit
la relation à autrui, puisque ça a déjà été travaillé dans le cadre de l'émission avec François Sebas. Mais si on veut le reprendre du point de vue de notre question du corps, ce qui est le but ici, ce qu'on peut dire, c'est que, comment dire, pour Husserl, c'est assez frappant de voir dans l'évolution même de sa trajectoire qu'en réalité, la question justement du corps est complètement solidaire de ce qu'il écrit sur l'intersubjectivité. C'est-à-dire que si on regarde vraiment ces manuscrits-là, ces fameux manuscrits-là sur l'intersubjectivité, que j'ai assez largement traduit, on se rend compte qu'en fait, cette question de l'intersubjectivité, elle apparaît au même moment, quasiment temporellement, que la question du corps. Donc en fait, pour Husserl, je pense que ces deux notions sont totalement solidaires. Ces deux expériences qu'on ne peut pas traiter séparément l'une de l'autre. En fin de compte, c'est très profond. Enfin, c'est pas du tout périphérique. C'est pas du tout quelque chose auquel il arrive tardivement. Et c'est pas non plus du tout déconnecté. En fait. Donc, quand on a évoqué tout à l'heure le statut de mon corps par rapport aux choses qui m'environnent, en fait, j'ai fait une sorte d'époquée sur autrui à ce moment-là, pour des raisons de méthode. Mais évidemment, pour moi, autrui était déjà là. C'est-à-dire qu'en fait... et je l'ai d'ailleurs un peu dit, en réalité, je peux tourner autour de toi, donc tu es une chose d'une certaine façon pour moi. Et c'est comme ça que je te vois. Pas seulement, évidemment, mais en tout cas dans l'allure, immédiatement, peut-être que c'est la... Voilà, c'est un peu délicat de découper les choses comme ça, en disant d'abord je te vois comme ça et après je te vois autrement, parce qu'en réalité je te vois dans ce que tu es, dans ta totalité, d'un seul coup, évidemment, mais il y a au moins deux dimensions qui coexistent en toi, on va plutôt le dire comme ça, ou qui sont articulées, et qui sont que d'une certaine façon, dans la structure même de ta corporéité, de ton Körper, eh bien, je peux tout à fait faire ressortir la dimension d'objet, la dimension de chose. Et c'est pour ça que je peux tourner autour de toi, d'ailleurs, comme je peux tourner autour de n'importe quelle chose, ce que je ne peux pas faire moi. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais bien sûr, ce que tu es ne se réduit pas, ne se résume pas à la réalité d'un objet. Et c'est aussi pour cela qu'on va entrer dans un type de relation que je n'ai pas avec une chose. Et donc c'est là que la dimension intersubjective va façonner, pour Husserl, sa compréhension du corps, l'expérience du corps comme corps mien, en fait, y compris comme corps mien. C'est-à-dire que l'expérience de mon corps ne sera jamais indépendante chez Husserl de l'expérience d'autrui comme corps. En fait, c'est ça qui est assez peut-être difficile à comprendre dans un premier temps, parce qu'on voit dans Husserl un grand solipsiste, donc quelqu'un qui a vraiment pensé un sujet encore trop isolé du reste du monde et des autres, alors qu'en réalité, quand on regarde de près ces textes, on se rend compte que la structure de l'intersubjectivité est ce qui façonne sa compréhension de mon corps comme mien. Elle se précède un peu, on peut dire. Oui, c'est-à-dire elle imprime la compréhension que lui-même a de mon corps. Donc on peut le voir très concrètement quand on regarde dans la conception justement de l'expérience d'autrui qu'on trouve dans les méditations cartésiennes, et aussi dans ses manuscrits d'ailleurs beaucoup plus tôt, et qu'on s'intéresse à ce que Husserl appelle, vous en avez sans doute parlé, d'un terme allemand qui est le terme Paarung. Donc on a traduit de différentes façons, mais bon, moi j'aime bien la traduction par couplage, parce que je pense qu'elle permet de penser vraiment à la relation, justement, comment les deux sont couplés, donc les deux, moi et autrui en l'occurrence, nous sommes couplés l'un à l'autre, et ce couplage il se situe sur un plan qui est d'abord sensoriel, d'abord sensible, d'abord corporel. C'est vraiment depuis le corps que Husserl pense la relation qu'il nomme ensuite analogique ou analogisante avec autrui. Tu dirais que c'est finalement une strate, c'est le niveau plutôt d'intercorporité qui ouvre l'intersubjectivité. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que cette notion d'intercorporité, elle a été bien thématisée par Merleau-Ponty. C'est Merleau-Ponty qui en a vraiment parlé et qui a justement préféré ne plus parler d'intersubjectivité pour éviter la case sujet qui le gênait trop, qui lui semblait trop haut niveau ou trop intellectualiste chez Husserl, et du coup il a dit en fait la relation à autrui c'est d'abord une relation d'intercorporité.
et point, on n'a pas besoin de dire autre chose. Et je pense qu'en fait, Husserl serait d'accord, en réalité. Oui. Husserl lirait Merleau-Ponty aujourd'hui, rétrospectivement, il dirait, bah oui, ce que Merleau-Ponty appelle intercorporité, c'est ce que j'appelle parong. D'accord. C'est ce couplage, cette mise en relation de nos allures corporelles, Voilà. hein, c'est-à-dire le fait que je te vois arriver dans la pièce, je te vois te présenter dans ta mobilité, dans ta façon de mouvoir, ton style, etc. Ouais. Donc ce que Husserl appelle vraiment l'allure corporelle. Enfin, et toi, au même moment, tu fais la même chose. Donc en fait, notre relation, elle est d'abord corporelle. En un sens très large, enfin, au sens vraiment de notre vécu corporel. Enfin, tu vois, comment on se positionne, comment on bouge, comment on est, enfin, de façon globale. Et c'est ça qui... La relation avec autrui, pour Husserl, c'est ça. Peut-être qu'on a reproché à Husserl, justement, peut-être que Merleau-Ponty reprocherait à Husserl de ne pas avoir assez insisté sur cet aspect, peut-être... pas corps vécu non plus peut-être, mais en tout cas comportement expressif. Oui. Après la dimension d'expressivité, là aussi Merleau-Ponty l'a fait beaucoup ressortir, oui. beaucoup plus que Husserl. Il y a quelques textes où il en est question vers la fin, où il parle d'une phénoménologie de l'expression aussi, on trouve ça dans les années 30. Mais c'est vrai que c'est pas une thématisation majeure de sa pensée, en tout cas dans un premier temps. Et c'est vrai que lui-même, quand il parle d'allure, en fait, il intègre déjà quelque chose qui relève de ce qu'on peut appeler le langage corporel. En fait, on a déjà ces dimensions-là. C'est vrai qu'à la même époque que Husserl, on a des auteurs comme Theodor Lipps ou comme Max Scheler, qui étaient soit des contemporains de Husserl. Enfin, Lipps était une sorte de maître pour Husserl, dans un premier temps. Scheler est plus un assistant de Husserl, mais en tout cas, chacun dans leur mode, ils ont beaucoup accentué justement cette dimension, en insistant beaucoup sur la gestuelle, sur la manière dont le corps lui-même est en relation d'imitation. Ça, c'est chez Lipps, c'est très important, mais même aussi chez Scheler. Et comment la dimension émotionnelle aussi devient très très importante. Et Scheler, il me semble qu'il insiste beaucoup sur cette dimension aussi de l'immédiateté de l'autre qui se donne. Alors que chez Husserl, il y a peut-être encore un reste de médiateté avec l'analogie. Alors en fait, oui, c'est-à-dire que je pense que là, quand on parle de ce mécanisme de la parong, ou de la dynamique de la parong, on est vraiment dans l'immédiateté. Ensuite, ce que Husserl va faire ressortir, mais vous en avez sans doute déjà parlé avec François Sebas, ce qui va faire ressortir, c'est que ça ne suffit pas pour penser la relation à autrui. Que évidemment, ma relation à l'autre, elle fait ressortir immédiatement, au même moment d'ailleurs, un certain nombre de dimensions qui sont des dimensions cognitives, qui sont des dimensions émotionnelles, qui sont des dimensions de visualisation, donc imageantes d'un certain point de vue. Je me représente des choses, au moment où on se rencontre, à travers ton allure corporelle, je vois des choses en moi-même. Et toi, de la même manière, au moment où tu me vois, tu vois des choses. Donc tu vois, c'est deux voir, mais qui sont reliés. Et c'est ce que Husserl essaye de décrire quand il parle de cette saisie analogisante, en fait. Il utilise un terme qui peut sembler un petit peu abstrait, un petit peu conceptuel, mais en réalité pour décrire une expérience qui, d'un certain point de vue, est immédiate. C'est-à-dire, au moment où tu apparais, il se passe tout ça en moi, et de la même manière, au moment où j'apparais, il se passe tout ça en toi. Donc en fait, tout ça a lieu en même temps. Et de manière quasi simultanée, en fin de compte. Quand tu dis les représentations, ce que je me représente, c'est j'anticipe des choses sur toi. Par exemple, ou en tout cas, l'empathie, c'est ça. Alors c'est à prendre en un sens qui n'est pas du tout le sens affectif ni émotionnel. C'est vraiment un mécanisme. Donc c'est quelque chose qui est au fond très cognitif. Mais au moment où tu me vois, eh bien tu vas avoir un certain nombre de pensées qui te traversent et qui soit cherchent à explorer finalement ce qui se passe pour moi, par exemple, ce que je vis
en te voyant, par exemple. Hein, et c'est des choses qui nous traversent, donc on n'en est pas forcément conscient. Mais pour autant, c'est quand même des dimensions internes. Et c'est des choses qui peuvent correspondre aussi à des associations. Par exemple, en te voyant, j'associe la perception que j'ai de toi à quelqu'un d'autre que j'ai vu la veille, par exemple. Ou des projections. Je me représente quelque chose qui peut correspondre à une scène future. Mais qui traverse ma perception, en fait. Et ça traverse ma perception, et pourtant c'est interne, c'est pas une perception visuelle. Ça, c'est pas donc on est obligé de distinguer les deux. Parce qu'autrement, et c'est ce que fait Husserl quand il distingue justement ce qu'il appelle la parung, le couplage, qui est strictement corporel, de ce qu'il appelle alors il utilise un terme un peu complexe, il parle de transfert en imagination. Mais l'imagination, c'est vraiment tout ce que je me représente. En fait, c'est en un sens très très large. Le terme imagination, c'est au sens quasi aristotélicien de la fantasia. En fait, c'est toutes les pensées qui me traversent. Tu vois ? Et ça se produit, les deux se produisent en même temps. En tout cas, on fait l'hypothèse qu'au moment où je te vois, toi tu fais l'hypothèse que je vis des choses que toi tu vis aussi. C'est pour ça qu'on parle d'analogie. Tu vois, c'est ça le sens précis en fait de ce terme. Parce que sinon, si on le pense simplement comme une... Husserl, de toute façon, a refusé l'idée que c'était une proportion mathématique, qu'il ne s'agit pas de le penser comme un schéma mathématique. Il refuse cette notion, il utilise un terme qui est un terme dynamique, il parle d'analogisierung, une saisie analogisante. En tout cas, moi j'avais essayé de traduire comme ça, pour rendre compte justement du fait que c'est une dynamique. D'accord. Et que cette dynamique, elle prend son ancrage dans une expérience intercorporelle. Donc le corps est à la source, en fait, expérientielle, en fait, de la relation à autrui. D'accord. Il n'y aurait pas d'incarnation, d'inscription corporelle. Pour Husserl, il n'y aurait pas de rencontre d'autrui. Bien sûr. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, on peut se dire, mais au fond, est-ce que je rencontrerais... comment je pourrais rencontrer d'autres personnes si je n'étais pas en relation de perception corporelle avec ces personnes. Ça semble pas possible, dans l'expérience. Oui, bien sûr. Non, c'était l'entente de cette présentation du corps qui était aussi intéressante de rappeler. Tout à fait. Et alors c'est vrai qu'à la différence de cela, finalement, des auteurs comme Scheler, Lipps ou Merleau-Ponty, à l'encontre de cette construction, ce qu'ils vivent comme une construction, ce mécanisme analogisant, mais qui, encore une fois, pour moi, n'en est pas vraiment une, parce qu'en fait, si on voit les choses exactement comme Husserl les décrit, on se rend compte que c'est pas une construction, c'est pas un mécanisme, c'est vraiment l'expérience elle-même qui a cette structure. Évidemment, eux, ils vont faire ressortir d'autres types d'expériences, ce qui est d'ailleurs très intéressant. C'est-à-dire, ils vont faire ressortir des expériences où ma relation à autrui va avoir une qualité d'immédiateté particulière. Par exemple, Scheler, dans les formes de la sympathie, dans le texte sur la sympathie. Nature et forme de la sympathie. Nature et forme de la sympathie, voilà, c'est ça. Il va insister sur le fait que ma relation à autrui, elle a très souvent une dimension que, aujourd'hui, d'un point de vue plus psychologique, on appellerait fusionnelle. C'est-à-dire, en fait, elle est immédiate au sens de fusionnelle. C'est-à-dire qu'en réalité, elle prend appui sur un mécanisme, mais qui est pensé par Scheler comme une expérience d'imitation passive. C'est-à-dire je vois autrui et finalement immédiatement je suis en phase avec lui ou je résonne avec lui. Bon, c'est une forme d'expérience d'autrui. C'est pas forcément... On pourrait demander à Scheler, mais est-ce que c'est vraiment la structure générale de ma relation à autrui ? Est-ce qu'à chaque fois que je rencontre autrui, je vais être dans cette relation de résonance fusionnelle, d'imitation. Ça peut répondre à certaines situations d'expérience. Peut-être qu'on tend vers cela, peut-être que très souvent on fait ça. Mais par exemple, Scheler, de ce point de vue-là, il ne rend pas compte d'autres situations qui seraient totalement aux antipodes de cela, qui seraient par exemple des situations conflictuelles. Et Lipps a un peu la même, avant Scheler, avait déjà pensé les choses de manière un peu comme ça, comme une sorte de relation de si forte proximité, que ça devient presque une sorte d'osmose, quoi.
D'accord. Alors ça décrit bien sûr des situations très, très prégnantes, hein. Enfin, c'est Oui, vrai et qu'on en puis, connaît est-ce beaucoup qu'il des y a, situations il y a comme cette ça. question, est-ce qu'on perd pas autrui? S'il y a une osmose, une Voilà, forme il y a une forme d'homogénéisation, d'identification voilà. qui est telle que autrui disparaît ou je disparais. Ouais. Il y a on connaît tous ces processus euh, quasi pathologiques où on se sent envahi, et donc on perd la limite, Ouais. hein, on perd la délimitation entre ce qu'est l'autre, ce que je suis, ce que je suis en droit de pouvoir faire, ce que l'autre au contraire peut faire, ce qui relève de moi, ce qui relève pas de moi. Donc on perd cette délimitation. Et c'est vrai que je pense que peut-être que Merleau-Ponty, c'est une question qu'on pourrait lui adresser, de savoir si d'une certaine façon cette adhésion, ce geste d'adhérence même, hein, plutôt que Merleau-Ponty cultive, est-ce que dans la relation à autrui, ça l'amène pas à perdre de vue quelque chose qui fait d'autrui un autrui qui n'est jamais moi en fait. À l'inverse, hein, tu vois, et c'est vrai que d'une certaine manière la pensée de Merleau-Ponty prolongée dans le visible et l'invisible avec la pensée de la chair du monde, c'est une pensée qui cultive justement cette sorte d'unité un peu fusionnelle et un peu régressive, de fait. Donc forcément ça donne un corps qui va être une sorte de grand corps, si on accentue un peu les choses, hein, ça peut être une sorte de grand corps un peu osmotique, un peu symbiotique. On peut le repenser comme ça. Là, en fait, on en vient à cette question. Finalement, ça fait la transition directement. C'est ça aussi, ce qui est très impressionnant dans l'ontologie de Merleau-Ponty, dans la seconde partie de son œuvre. Oui, il y a cette question de la chair du monde, c'est-à-dire là, c'est comme si notre propre chair devenait le témoin ontologique ou métonymique du monde lui-même. Et donc, le monde se présente comme une chair. Et alors, qu'est-ce qui met derrière ce terme? Est-ce que finalement il l'entend comme une sorte de lime encore ou Oui, alors ça c'est vrai que c'est une question assez énigmatique puisque lui-même dit que c'est un terme qui n'a pas d'existence en philosophie antérieurement, donc dans le visible et l'invisible, hein, c'est comme ça qu'il dit que c'est quelque chose d'énigmatique. Voilà, peut-être ça ressemble un peu à ce qu'on a appelé très tôt les éléments, voilà, un élément. Il a du mal à le décrire, hein, il a du mal à l'identifier. Ce qui n'est pas forcément un mauvais signe, hein, d'ailleurs, c'est peut-être plutôt un bon signe. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un terme qu'il a du mal à circonscrire. Et de fait, je pense que c'est difficile même si c'est le terme chair qui apparaît, et même si rétroactivement on a traduit light par chair beaucoup en France dans les textes de Husserl, c'est intéressant de voir comment les Allemands, par exemple, ont traduit le terme chair de Merleau-Ponty. Dans les traductions allemandes, c'est Bernhard Waldenfels en fait qui a traduit Merleau-Ponty en allemand, et quand il traduit le terme chair, il ne traduit pas par Leib, en fait, il utilise un terme très courant en allemand qui est le terme Fleisch, qui veut dire, dans le sens courant, qui veut dire la viande. D'accord. C'est un peu abrupt. C'est abrupt, mais en fait ça décrit bien, ça correspond aussi à l'anglais flèche. C'est la même racine d'ailleurs, et ça décrit bien justement ce qui chez Merleau-Ponty correspond à ce qui serait flèche ou fleisch, c'est aussi la pulpe du fruit par exemple. C'est aussi comme ça qu'on... Oui, ça c'est intéressant. Et donc du coup on est vraiment dans une dimension d'hypersensibilité et de vibration en fait, qui fait que d'une certaine manière on sort d'une conception du corps définie par sa structure, définie par sa morphologie, et donc forcément individuée. Parce que s'il est structuré morphologiquement, il est forcément individué, et il va être délimité par rapport à un autre corps qui a cette structure morphologique et individuée. Nécessairement, il y a des limites. Donc on sort de cette conception du corps, et on devient à ce moment-là, on se rapproche davantage d'une corporéité plus diffusive, plus vibratile ou vibratoire, donc peut-être avec des modalités sensorielles qui vont plus être la vision, qui a tendance à identifier, qui vont plus être seulement l'audition non plus, parce que l'audition, encore que l'audition ça permet justement d'avoir une sorte de dimension plus atmosphérique, mais en tout cas qui vont plus être des sens cognitifs, des sensorialités cognitives, mais plus des sensorialités comme l'odorat, comme le goût, qui sont des sens au contraire qui nous mettent au plus près justement d'une réalité beaucoup plus diffuse,
Et ça, je pense que ça, en tout cas, ça pourrait permettre de recomprendre ce qu'il appelle la chair du monde, qui sinon a un côté un peu métaphorique. Enfin, c'est vrai qu'on est, on est un petit peu... En tout cas, qui ne présuppose pas du tout qu'il y a une subjectivité du monde, en fait. Non, faut pas du tout. faut pas du tout faire ce En tout cas, c'est pas dans ce sens-là. Enfin, Ouais, c'est bien vrai sûr, que c'est une sorte d'immersion. On est vraiment dans une immersion. Et si on pense cette corporité comme diffusive, c'est un peu ce que j'avais essayé de faire à nouveau dans le Lucidité du corps, hein, justement, de sortir de compréhensions trop individuantes et trop délimitantes du corps. À ce moment-là, cette notion de chair du monde, elle acquiert peut-être un sens beaucoup plus... justement, ça se relie aussi à ce qu'on disait concernant l'espace. Oui. C'est-à-dire qu'on a une chair qui est... alors Merleau-Ponty dit, hein, c'est une chair qui est étendue aux dimensions du monde, hein, donc qui rayonne, qui a cette dimension de rayonnement, ou qui a des nervures, hein, donc la métaphore végétale, elle est quand même très importante chez Merleau-Ponty de ce Il y a point une de vue-là. filiation, je pense aussi, peut-être avec Bergson, il y a une expression chez Bergson qui dit mon corps va jusqu'aux étoiles. Oui, tout à fait, exactement. Il y a quelque chose, tout à fait. peut-être dans cette tradition française là, qui est forte, où le corps n'est pas délimité. Oui, complètement. Avec peut-être aussi, déjà dans la phénoménologie de la perception, des dimensions qui annoncent là, d'ailleurs, quand Merleau-Ponty insiste sur la façon dont je peux voir un certain nombre d'outils que j'utilise comme des... comme des instruments, mais dans le bon sens du terme, donc comme des prothèses, donc voilà, des prolongements de moi-même. Oui, c'est ça, c'est très intéressant, ce phénomène d'incorporation. Tout à fait. Comme il y a des phénomènes d'expérience, même quand on conduit une voiture, où on n'est pas sans arrêt en train de regarder les bordures de notre voiture, il y a une sorte de dimension qui est intégrée. Tout à fait, et c'est ça, oui. On parle de la voiture d'ailleurs comme d'un habitacle. Oui. Et c'est intéressant parce que justement, enfin, à un moment donné, si on est vraiment beaucoup dans sa voiture, certains dorment dans leur voiture, ça devient une sorte de seconde maison ou de première maison, mais justement, il y a ce côté, le volume de la voiture. Mon corps remplit tout le volume, et d'une certaine manière, je suis ma voiture. Oui, voilà. Ça veut dire que là, le corps devient une réalité très plastique, et c'est plus du tout le corps délimité par l'épiderme, en fait, à ce moment-là, dont il s'agit. Ouais. Ou en tout cas, il y a une sorte d'interaction très forte au niveau du rapport à de la peau, qui... ça avait été très bien montré par quelqu'un qui a écrit, par Didier Anzieux, qui a écrit ce livre qui s'appelle Le Moi Peau. Justement, où il faisait ressortir la perméabilité, donc c'est un psychanalyste en fait, qui faisait ressortir la perméabilité du corps avec ce qui est soi-disant à l'extérieur de lui, mais en fait il y a une illimitation, on sort de la délimitation justement entre le corps et ce qui n'est pas lui, et ça se passe par le biais de la peau. Parce que la peau justement, on a plein de pores dans la peau, donc du coup il y a plein de petits orifices qui font que ça circule tout le temps en fait. Donc il y a la relation intérieur-extérieur, elle est totalement défaite à ce moment-là. Oui, non, je pense que c'était important quand même de relater ce concept là de chair du monde. Oui, tout à fait. Il y a une question encore un peu marquée par la dimension merleau-pontienne, mais on peut se demander justement, tu l'as déjà un peu mentionné, est-ce qu'il y a du coup un langage qui serait corporel, et est-ce que les arts, ou par exemple la danse comme premier art corporel, pourrait être l'apothéose de ce langage, ou quelque chose Alors, le langage corporel, oui, je pense qu'on n'arrête pas en parlant. Le corps est sans cesse présent quand on parle. Donc, le langage. Enfin, je pense que c'est intéressant de distinguer entre le langage du corps, donc le langage corporel en ce sens, et puis par ailleurs, ce qu'on appelle aussi, et c'est un peu le phénomène miroir, ce qu'on appelle la corporéité du langage. C'est-à-dire le fait que le langage est lui-même incarné, en fait, et lui-même contient plein d'indications qui sont des indications qui situent le propos dans un espace, dans un temps, donc ce qu'on appelle les déictiques, ce qu'on appelle les exclamations, les interjections, les interrogations, qui sont des manifestations justement de l'expressivité, de ce qu'on peut appeler l'expressivité. Donc je pense que c'est intéressant de penser les deux versants, et donc peut-être de penser même le langage du corps en relation avec cette corporéité du langage.
pour bien, voilà, pour penser une sorte de continuité entre les deux. Et donc ce langage du corps, c'est vrai que Merleau-Ponty l'a mis au premier plan, très clairement, à travers sa phénoménologie de l'expression, et en insistant sur le fait que l'expression, c'est pas uniquement l'expression justement langagière, au sens précis du terme, au sens du langage articulé, mais que c'est une expression qui concerne toutes les indications, tout ce que le corps véhicule en termes de sens, à travers les gestes, à travers les attitudes, à travers les comportements, même à travers la manière même la manière de parler. On évoquait tout à l'heure la notion de style. Le style lui-même, finalement, c'est ma manière d'être au monde. Et finalement, elle est déjà traversée d'expression, d'expressivité. Mais alors justement, là, dans ces conceptions-là de l'expression et du style, est-ce qu'il te semble aussi qu'il y a une forme de signification qui est très différente du langage habituel, parce qu'il y a une signification immanente, on pourrait dire, à même le corps, presque, chez Merleau-Ponty, alors que dans le langage ou dans la parole quotidienne, il y a un sens qui est transcendant, qui est en dehors, à l'extérieur, peut-être, qui renvoie, voilà, qui est un phénomène de renvoi vers... Le fait de se référer quand on se réfère à quelque chose, oui, le fait je me demande, est-ce que du sens, dans la signification langagière habituelle, est-ce qu'on n'est pas dans une signification qui est transcendante, alors que dans la signification du corps, il y a quelque chose d'immanent? Oui, je pense que de toute façon, c'est pas les mêmes... je pense que le langage, il fonctionne sur quelque chose qui est de l'ordre de la convention et du symbolique, donc nécessairement, il a besoin peut-être de prendre un peu ses distances, de créer une sorte de structure de référence qui va pas être complètement immergée non plus dans les expressions strictement corporelles. Donc distinguer les deux, ça me semble effectivement important. Mais tu vois, par exemple, dans le cours sur la nature donc de Merleau-Ponty, on a une triplicité en fait au niveau du corps, justement. Il parle du corps libidinal, du corps expressif et du corps symbolique. Donc il crée une sorte d'étagement comme ça, de 3 dimensions qui pour lui sont à la fois distinctes et complètement reliées. C'est-à-dire qu'en fait il les pense pas séparément, et il les pense depuis notre ancrage justement dans la dimension qu'on n'a pas trop évoquée, qui est la dimension pulsionnelle. Qu'il considère être vraiment la dimension source, racine de mon ancrage dans le monde et dans la nature en l'occurrence. Là, c'est la question de la nature qui l'intéresse, de la dynamique même du naturel. Et donc ces 3 dimensions, donc le symbolique, qui correspondrait justement à ce langage un petit peu distinct de l'expression corporelle, pour lui, en fait, ces 3 dimensions, il faut vraiment les penser en relation. Bien sûr, ça répond à des objectifs, à des pragmatiques différentes, d'un certain point de vue. Je vise pas la même chose quand je symbolise et quand je mets en action justement un certain nombre de processus pulsionnels, qui sont des processus primaires qui échappent même à ma conscience. Donc c'est vrai que mon objectif n'est pas le même, ou en tout cas il ne se passe pas la même chose. Mais pour autant, pour Merleau-Ponty, les 3 sont vraiment à penser dans un continuum. En tout cas, c'est comme ça qu'il le pense. Et à ce propos, d'ailleurs, je voudrais aussi renvoyer à un texte qui je trouve très intéressant, qui est un texte que je n'avais pas mentionné encore, qui est un texte de Rudolf Bernet, qui s'intitule Force, Pulsion, Désir. Et c'est un ouvrage assez récent. En fait, il trace lui-même une généalogie qu'on a parfois perdu de vue dans la tradition phénoménologique, en reprenant en charge en fait l'héritage de Schopenhauer et de Nietzsche. Pour justement repenser le désir et la pulsion. Donc il repart en fait de ces pensées qui sont des pensées qui mettent en avant plus la volonté que la représentation, justement, donc plus une relation pratique ou voire pragmatique au monde que la dimension cognitive. Et à partir de là, en fait, il va proposer une façon pour la phénoménologie de réinvestir justement l'héritage freudien. Donc c'est une ligne de force que je trouve vraiment intéressante, et qui serait par exemple intéressante à mettre en relation avec ce qu'on trouve chez Michel Henry, puisqu'il y a aussi chez Michel Henry cette façon de repenser Schopenhauer notamment, ou Freud également,
mais il le fait, à mon sens, en décalage par rapport à ses auteurs. Enfin, il s'en affranchit, Bien en sûr, fait, ouais. hein, alors que Rudolf Bernay les réinvestit de l'intérieur. D'accord. Du coup, ça donne une pensée du corps qui est très intéressante, et qui est d'ailleurs aussi pas du tout absente des travaux de Husserl, dans la mesure où chez Husserl, on a, tu évoquais le je peux, hein, le je peux, Ouais. c'est-à-dire la potentialité, hein, le fait la Capacité. capacité, le pouvoir, l'aptitude, enfin, et ben ça va de pair pour Husserl avec ce qu'il appelle le corps comme un organe de la volonté, en fait. D'accord. Mais une volonté qui n'est pas la faculté de Descartes, qui est vraiment la volition, c'est-à-dire qui est quelque chose de très immanent, et qui justement recoupe cette notion de potentialité, hein, d'un pouvoir qui est plus un potentiel. En fait, c'est plus un potentiel qu'une faculté de décision. Oui, oui. Enfin, on est Oui. moins dans cet espace-là Qui serait en surplomb un peu qui serait rationnel. encore en surplomb. Voilà, Ouais, c'est ça. d'accord. Ouais, ouais. D'accord, Et ouais. là, je trouve qu'il y a une ligne de force qui est intéressante pour revisiter le corps avec la psychanalyse, donc pas contre elle. Souvent, la phénoménologie a eu tendance à être un peu en opposition à la psychanalyse. Mais là, par le biais de ce travail de Rudolf Bernay, on a vraiment un réinvestissement de la dimension pulsionnelle dans le champ même de la phénoménologie, comme une expérience à part entière, en fait. D'accord. Et ça, c'est assez... je trouve que c'est assez intéressant, et c'est relativement pas... c'est assez peu visibilisé, je trouve, dans la compréhension du corps. Alors on note. Voilà. On note. Je voulais y faire droit. Alors on peut en venir à la dernière question un peu que tu as suggérée, qui je pense qui est très pertinente, parce que en fait c'est aussi poser la question de la relation entre le corps et la communauté. Plus la dimension collective du corps, alors on parle à côté du corps individuel, du corps politique justement, on parle de corps politique. Tu vas peut-être revenir sur Husserl, tu as fait référence peut-être tout à l'heure au Lebenswelt, peut-être il y a quelque chose à voir là-dedans. On fera peut-être aussi quelque chose sur d'ailleurs une forme de phénoménologie de la communauté, c'est possible, je pense à certains phénoménologues qui en parlent, mais il y a aussi, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus, il y a peut-être quelque chose chez Alfred Schutz. Alfred Schutz, oui, tout à Voilà, fait. Ouais, tout à fait. Alors, je sais pas, je oui. te laisse... Alors c'est vrai que moi j'avais aussi donc, souhaité qu'on évoque ce point, parce que c'est vrai que les phénoménologues ont été pendant très longtemps considérés comme des philosophes qui étaient des philosophes du sujet, de l'individu, ou des dimensions anonymes de la subjectivité, ou même s'ils étaient des phénoménologues du monde, en même temps, il n'y avait pas forcément beaucoup d'ancrage politique. On a déjà évoqué la chose tout à l'heure. Et c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui reste lacunaire, je pense, à ce niveau-là dans la phénoménologie, ou en tout cas qui a été traité peut-être de manière latérale et pas de manière assez approfondie. Mais là encore, si on reprend la trajectoire de pensée de Husserl, c'est vrai qu'on le voit arriver, alors peut-être en fin de parcours, en fin de vie, on le voit arriver à une conception qui va mettre au centre justement des questions sociales et des questions qui touchent à la notion de communauté. Et ces questions, elles ne sont pas déconnectées de sa pensée du corps. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de venir à cela finalement, parce que là aussi, de même que Husserl pense la relation à autrui sur le fond donc, d'une conception du corps, de même toute sa conception de la communauté, elle va procéder de cet ancrage dans une forme de corporéité. Et d'une certaine manière, finalement, le sens du corps qu'il va mettre au premier plan, c'est ce qu'il appelle justement le monde de la vie ou le monde du vivre. Donc il va penser la communauté justement comme ça, dans ce cadre-là, dans le cadre d'interactions qui sont des interactions de sujets qui sont d'abord inscrits dans leur corps, et qui sont en relation les uns avec les autres sur un mode extrêmement concret. Sur le mode de partage d'activités, sur le mode de mise de mise en avant de tâches communes, ou de synergie, d'association, et donc on est dans quelque chose de très immanent. En fait, il y a vraiment une dimension très immanente. C'est pas du tout une conception de la communauté qui serait portée par des autorités ou par des figures
tutélaire, Ouais. qui viendrait donner du sens à ce que vit le corps social, justement. Mais c'est vraiment le corps social lui-même qui va créer des formes de régulation et d'autorégulation dans les mécanismes de sociabilité, dans les différentes micro-communautés d'ailleurs aussi, dont Husserl parle beaucoup à nouveau dans ces textes-là, dans la section que j'ai intitulée Anthropologie de ce deuxième volume, où on a énormément de manuscrits qui concernent justement ces structures communautaires. D'accord. Donc alors est-ce que c'est une métaphore, le fait de parler de corps ici, parce qu'on a souvent fait une analogie plus ou moins valable d'ailleurs entre le corps organique individuel et le corps social ou politique, en disant on parle de corps, mais pourquoi parle-t-on de corps alors qu'en réalité il n'y a pas de... Ou alors on risque d'y voir quelque chose de biologisant ou une analogie qui vaut ce qu'elle vaut mais qui n'est pas forcément complètement pertinente, une sorte de conception un peu comme Bergson tu parlais de Bergson tout à l'heure, entre les communautés, enfin les conceptions organicistes ou mécanicistes, donc toujours dans une sorte de distinction entre le mécanisme et l'organique. Donc est-ce que ce sont des métaphores, est-ce que ce sont des concepts opératoires, qui permettent de mieux comprendre les choses? Moi il me semble que là aussi ce que Husserl permet de penser, c'est une conception du corps politique qui retrouve exactement les mêmes structures que les structures du corps individuel organique. Et qui a une raison d'être. C'est pas juste une pensée idéologique sur le corps politique, transposé du corps organique. Ça, ce serait très très gênant si on en faisait juste une analogie. Ça a été fait et c'est vrai que c'est problématique. Mais on a l'impression qu'en fait, pour Husserl, la communauté sociale et politique a cette structure-là, en fait. Dans ce qu'il met en avant, donc une structure qui est immanente, une structure qui comme je disais, développe vraiment ces mécanismes de relations horizontales, par des biais d'association, par des biais de formes d'auto-organisation d'une certaine façon, pour utiliser un vocabulaire qui est plus le vocabulaire des sciences de l'émergence, justement lié à ce qu'a pu faire Francisco Varela. Mais d'une certaine manière, c'est ce modèle-là qui est en jeu dans le monde de la vie. Et c'est pas pour rien qu'il appelle ça le monde de la vie, justement. Parce que Lebenswelt, c'est exactement en synergie avec Leib, avec le Leben, au sens du Leib. Donc on est vraiment sur la même pensée de la structure. Mais il n'en vient jamais à dire qu'une communauté, une association de personnes est un Leib, quand même. Non, il n'y a pas cette expression. Non, c'est pas un super Leib. C'est pas un super Leib. Les structures sont propres, en fait. Et en plus, ces structures sont construites sur des modes intersubjectifs. Donc avec la conscience là aussi de la délimitation des personnes les unes par rapport aux autres. Donc on n'est pas dans une sorte de grand tout. Là aussi, comme ce serait peut-être le cas chez Scheller, si un tout fusionnel en fait de contagion affective. Ça c'est l'expression qu'on trouve chez Scheller pour penser la foule justement. Ou sinon, on trouve aussi la conception chez Walter Benjamin de la masse. Mais justement, là, on serait dans quelque chose d'indifférencié. Alors qu'en fait, pour Husserl, c'est précisément une structure, donc c'est articulé. Et c'est aussi parce que c'est articulé et structuré, d'une certaine manière, que ça peut correspondre à ce qu'il appelle justement le Leibkörper. C'est-à-dire, on ne perd jamais de vue, au fond, le Körper dans le Leib. Donc la structure, la conformation, dans le flux du vécu. Et donc le monde de la vie, pour Husserl, je pense que ça a cette conformation-là, en fait, en tout cas. Donc ça donne... je pense que ça permet de court-circuiter les dangers qu'on a pu voir dans la construction d'une métaphore politique depuis la conception de l'organique, de l'organisme. Tous les modèles politiques qu'on a construits sur la base et qui ont donné lieu à des formes particulièrement problématiques de totalitarisme, parce qu'on y voyait justement, on y construisait l'analogie.
avec l'organicité. L'organicité, ouais, Et donc, d'accord. dès lors qu'il y a organicité, d'une certaine manière, il y a une forme de fusion, il y a une forme d'immanence, mais pensée de manière pas Ouais. du tout articulée. Enfin, et donc, ça devient... voilà, on risque vraiment d'être dans une sorte de grand tout. D'accord, ok. Et je pense que la conception de Husserl, qui pourrait sembler proche, en réalité, elle est pas du tout... elle prête pas le flanc à ce genre de critique. Ok. Et elle permet de penser justement à un type de corps politique qui, bon, on pourrait ensuite mettre en relation avec ce qu'on trouve par exemple chez Rousseau, et donc un modèle, qui est un modèle vraiment comment dire, de structure directement populaire en fait, donc qui part vraiment des structures horizontales de base de la démocratie. Ouais, ouais. Je pense que c'est complètement cohérent, la structure du monde de la vie, avec cette pensée politique-là, par exemple. Ouais. Donc je trouvais que c'était intéressant de revisiter Husserl de cette manière-là. Ouais, non, c'est intéressant. Et donc ça, c'est des textes qu'on peut vraiment trouver dans ce volume 2, dans la dernière section qui s'appelle Anthropologie. Anthropologie, d'accord. Qui décrit précisément toutes ces structures de micro-communautés qui s'articulent les unes aux autres. On ne connaît pas trop en fait. Non, c'est pas très connu. C'est pas dans le Husserl classique. Non, pas du tout, pas du tout. C'est standard. Alors même qu'en fait, c'est des textes déjà assez tôt. Enfin, c'est pas les textes de la fin. C'est vraiment des textes qu'on trouve très tôt. Okay. Et par exemple, pour terminer sur cela, il y a chez Husserl une conception de l'État. Ouais. Qui est une conception d'un État, pas du tout un État autoritaire ou puissant, qui chapeauterait tout. Donc on n'est pas du tout dans des modèles ni autoritaires ni collectivistes d'ailleurs, sur le plan politique, mais c'est plutôt l'État a une fonction juste régulatrice en fait. Donc il y a une fonction assez faible, et en même temps, ce qui est privilégié, c'est la structuration des mécanismes sociaux à l'intérieur de ce qu'on appelle nous aujourd'hui la société civile. Donc c'est assez curieux comme mélange, parce que c'est vrai que quand on dit un État faible ou un État, on pense à un État libéral. Oui, voilà, ouais. Alors que justement là c'est curieux parce que en fait non, la texture sociale est omniprésente, donc on est à rebours d'une forme d'individualisme. Dans les catégories politiques, on n'est vraiment pas du tout dans un fonctionnement individualiste là, dans cette conception de la Lebenswelt. D'accord. Donc c'est vrai que ça crée des conjonctions intéressantes. Oui, c'est une bonne piste en tout cas. Oui, on pourra revenir sur ces questions politiques, je pense. À une autre occasion, volontiers. Je te remercie beaucoup, Nathalie. Merci à toi, merci, c'était un grand plaisir d'échanger. On a vraiment conversé. Oui. C'était sur ce mode aussi et c'était parfait. Très bien. À très bientôt. Merci Aurélien, à bientôt. Au revoir.